Normalement, nous sommes en live et elle revient et on va faire coucou. Ok, très bien, génial. On commence le live sans invité. On est en live, c'est Déjà? génial. Déjà, t'as vu? Il t'attendait. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. On va vérifier si on t'entend bien déjà. Ouais, Très bien, on t'entend très bien. Donc, on va pouvoir faire ok. une intro un peu plus formelle et pouvoir démarrer en Bon. douceur en cette fraîche soirée d'hiver prématurée. Donc, Oui, et en même bonsoir. temps, ça y est, c'est l'hiver. Ouais, alors c'est pas encore l'hiver, c'est déjà. Non, c'est le 21 décembre Ouais, c'est l'hiver. ça, On est hein, carrément avant. c'est ça. Mm. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoindront et qui sont déjà là pour reprendre la formule habituelle. Bonjour également à YouTube dans le futur. C'est long. Ce soir, c'est moi qui vais faire l'interview de manière un peu exceptionnelle, mais ça fait plaisir. Et on se retrouve avec Mélanie de Gilbert Joseph, qui est libraire au rayon imaginaire. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc on va faire Je sais même une... pas comment ce genre de Comment? truc. Comment dire bonjour? C'est pas très grave, tu l'improvises et tu... De toute façon, on va pas se mentir, on se connaît déjà, on sait Oui. discuter, globalement, on va pas être très formel Non, sur ça devrait. notre discussion. On va quand même revenir sur tes multiples casquettes, puisque tu es libraire, tu es aussi influenceuse, Oula. bookstagrammeuse. C'est Il y aura... très vite dit, voilà, Bookstagram, ça me va. Influenceuse, j'influence personne. Chacun est maître et maîtresse de son portefeuille. C'est pas à cause de moi que vous achetez des livres. Alors ça C'est pourrait être une bonne question sur le métier de libraire, hein, de savoir est-ce que c'est pas un peu un métier d'influence, mais de toute façon, on essaye de convaincre, pas de persuader. oui, Donc après, les gens c'est sont vrai. libres de leur choix. Hein. Ça C'est, reste de en la général, prescription, mais ouais, voilà, je dis au effectivement. client, je propose, vous disposez. À partir de là, faites ce que vous voulez. Maintenant, juste vous savez que ce livre existe et qu'il est vachement bien. Débrouillez-vous avec ça. Génial. Euh, Donc on va Donc, commencer. multicasquette, pardon. Comment? Multicasquette, c'était quoi la question? Il n'y avait pas vraiment de question, c'était une présentation globale de ta personne. D'accord. Euh, Libraire, effectivement, avant de demander ton parcours, libraire depuis combien de temps déjà? Alors, ça va faire 5 ans au rayon imaginaire et j'ai fait un peu moins de 3 ans en sciences humaines aussi. Et c'est là que j'ai appris à être libraire en vendant des livres que je ne connaissais pas et auxquels je ne comprenais pas forcément grand-chose. Mais ça m'a permis d'apprendre à vendre l'objet livre. Et le métier de libraire en lui-même, avec la gestion autant des clients que des tables et en fait la gestion tout simplement. Et après, quand je suis passée au rayon imaginaire, là, j'ai commencé à vendre des livres que j'aimais. Et là, ben, forcément, ça fait un très bon combo. Voilà. Donc ça fait 8 ans à peu près. Ok. Donc ça vient avec la question que je t'ai donnée, c'est quel est le parcours qui t'a amené à devenir libraire? Globalement, ton parcours Alors, scolaire général. globalement, j'ai toujours aimé les livres. Et il paraît que quand j'avais 3-4 ans, j'ai dit un jour, je ferai tout avec des livres. Alors, voilà, mon métier, ça sera les livres. J'ai plus la phrase exacte. Ma maman pourrait très bien me la dire, mais moi, je me rappelle pas, évidemment. L'idée, c'est que j'ai toujours adoré lire et que bah, quand le bac est arrivé, je ne savais pas trop quoi faire. Et justement, bah, ma mère, merci maman, est arrivée avec une idée de DUT métier du livre. Et donc, j'ai postulé. Il y avait beaucoup de dossiers, ça a marché, j'ai fait un entretien, j'ai été prise. Donc 2 ans de DUT à Aix-en-Provence, à la Cité du Livre là-bas. Mhm. Euh, il y avait un très chouette libraire comme prof. En tout cas, moi je l'aimais beaucoup, sauf qu'il était en mode non mais le livre va mourir parce que le numérique va le tuer. Euh, et à partir de là, je me dis bon, ok. Et la librairie pour lui, ce n'était pas la grande distribution, ce n'était pas la Fnac ni quoi que ce soit. Virgin à l'époque, il fallait absolument avoir sa librairie indépendante. Mhm. Quand t'as 18-19 ans, sortie de bac, non, tu fais pas ce genre de truc-là. Enfin, personnellement, je pouvais pas, je me sentais pas. Comme j'étais pas trop mauvaise en français, du moins à l'écrit, parce qu'à l'oral, ça part en cacahuète facilement. Euh,
J'ai fait un module de correction, j'ai trouvé ça très cool et bah, grâce au soutien de mes parents aussi, bah, j'ai postulé et j'ai été prise en licence pro à Saint-Cloud, à Paris. Donc je suis partie de Marseille, Aix-en-Provence où étaient mes parents et je suis montée à Paris, j'avais 20 ans. Voilà, et je suis arrivée là, j'ai fait ma licence pro. On m'avait dit que dans l'édition, bah en fait, avec juste une licence, tu fais pas grand-chose. Donc j'ai fait un master 1, édition aussi, master 2 à la Sorbonne, édition. À chaque fois, les listes étaient de plus en plus restreintes, donc je suis montée jusque-là. Voilà, j'ai fait plein de stages aussi, bah, grâce au parcours pro que j'ai fait jusqu'à la licence pro. Et en fait, mon dernier stage, ça a été pendant 6 mois, et j'étais bloquée derrière un bureau. C'était à la fois intéressant et totalement nul. Et je me suis ennuyée comme pas permis et j'ai réalisé que je ne pouvais pas bosser derrière un bureau. C'est pas mon caractère, c'est pas ma façon de faire ni d'être. Il faut être un requin en plus dans l'édition, c'est un peu plus, c'est mieux. Et je n'en suis absolument pas. Donc je me suis dit bon, c'est un peu le souci. Mais je me suis vraiment dit bon, je fais quoi? Et je me suis retrouvée donc avec ce bac plus 5, entre guillemets inutile, qui plus est, c'était il y a donc bientôt 15 ans. Ça a beaucoup changé depuis, ne serait-ce qu'avec les réseaux et le numérique. Donc en plus, il est totalement obsolète, ce diplôme. C'est génial. Mais j'étais à la Sorbonne, d'accord. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je fais quoi? Et je me suis mise à faire des petits boulots. Et d'une façon ou d'une autre, je revenais toujours au livre. Et j'ai fini par bosser à la FNAC, j'ai fait des salons du livre et j'ai bossé à la FNAC en renfort de Noël. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, la librairie, ça peut être ça. Quelle que soit l'enseigne, c'est un métier de service et tu te sens utile, tu te sens apprécié parce que les conseils, le service, la bonne humeur. Et au final, je me suis dit, mais éclaté sur ce Noël-là à la FNAC. FNAC Montparnasse. Allez à la FNAC Montparnasse, il y a une très bonne libraire imaginaire là-bas. Elle n'était pas là quand je suis arrivée, quand j'y suis allée il y a plus de 15 ans maintenant, mais c'était un très chouette rayon déjà. Et puis en fait, j'ai commencé à postuler en librairie, mais je me sentais pas d'être libraire pure, et surtout pas dans les rayons que j'aimais, que je lisais, parce que je me disais, mais non, j'ai pas fait les études, et puis je sais pas, et puis c'est compliqué, et puis machin. Et au final, je me suis retrouvée à commencer en caisse en librairie, chez Gibert. Il y a 12 ans, dans l'enseigne où je suis aujourd'hui, dans le magasin où je suis aujourd'hui. Et à partir de là, je l'ai eu un CDI, donc en caisse. Du moins, c'était dans les livres, ça me suffisait, au moins au début. Et j'ai été après au magasin de Barbès, au service de rachat, enfin en caisse, accueil et service de rachat. Et après, il y a eu une opportunité et je suis arrivée en sciences humaines et ensuite en imaginaire. Voilà, tout ça en 12 ans. C'est vrai que je suis un peu formatée avec ma boîte, mais bon, on va pas parler de mon enseigne. Voilà, ça c'est fait. Effectivement, je n'ai même pas cité où tu étais exactement pour que ça ne donne pas Désolée. de... Il n'y a pas de souci. En même temps, si jamais on me suit sur Instagram, on sait que je suis à Paris, on sait que je suis dans un Gibert. Je le mets régulièrement, même si je mets pas forcément l'adresse. Je ne cache pas que je bosse là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est assez rigolo quand il y a des gens qui arrivent genre je suis ton compte, c'est bien toi. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je ne sais pas quoi vous dire, mais merci. Donc voilà, mon parcours. J'ai du mal à réaliser que ça fait déjà autant de temps en fait. Ouais, et puis ça a l'air d'avoir été beaucoup d'expériences multipliées pour pas grand-chose au final. Enfin, ça Pas a quand même... grand-chose, merci. Hein. Non, non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où tout ce que tu as Okay. pu faire d'un point de vue scolaire, t'as pas Ouais. forcément... Je pense que les expériences de stage t'ont peut-être apporté un peu, mais... Alors un peu en effet, surtout à savoir ce que je voulais pas. Ouais. C'était vraiment ça en fait. Euh, Le fait est que aucune expérience n'a été foncièrement mauvaise. J'ai quand même eu énormément de chance d'avoir à chaque fois soit des bons maîtres ou maîtresses de stage, soit des bons potes, des bons collègues, Enfin, il y avait d'autres élèves dans mes cours qui j'ai gardé des bonnes amitiés. Mais au final, il n'y a pas de pur parcours pour être libraire. Aujourd'hui, il y a il y a plusieurs écoles de librairie, dont l'école de la librairie à Paris, entre autres, ou Book Conseil, ou d'autres qui font des formations pour être libraire. Mais dans la profession, il y en a de plus en plus des libraires avec des diplômes de libraire. C'est des BP, des brevets professionnels, pardon. Mais concrètement, les 4/5e des libraires n'ont pas de diplôme. C'est des gens qui se sont réinventés, c'est des gens qui viennent de l'édition, d'autres métiers du livre. Et le vrai métier de libraire, à mon sens, et pas juste parce que c'est comme ça que j'ai grandi dans le métier dessus, mais en fait, t'apprends sur le terrain.
Et c'est beaucoup la boîte où tu seras, la librairie où tu seras, les collègues, les responsables et les clients qui vont te faire l'expérience. Et la lecture aussi, faut lire. Oui, Voilà. c'est très particulier comme Bon, métier parce que c'est énormément dépendant de l'endroit dans lequel on est. c'est ça. Et c'est aussi un métier passion. Comme Et beaucoup comme beaucoup de de métiers secteurs du métier du livre, ouais, effectivement, on s'entend là-dessus. Bah, on va revenir à ce que on- toi tu aimes du coup, puisque donc le métier de libraire de manière générale, j'ai pas mal de questions sur ça. Mhm. On en parle beaucoup comme d'un métier fantasmé, quand même. Oui. Il y a beaucoup de choses autour de Oui. ça qui sont imaginées. Est-ce que toi, tu as eu des fantasmes sur ça à la base et qu'est-ce que tu imaginais de la librairie au départ avant de commencer à y être? Je pensais que j'aurais du temps pour lire. Et c'est le rêve absolu. Sauf qu'en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. En tout cas, dans une enseigne qui a beaucoup de passages comme la mienne. Euh, non, On se non, dit non. Ou trop alors bien, je vraiment vais la être au milieu des totale. livres, Bah, au c'est pas si final, simple. c'est aussi le rêve de toute personne qui a des manies de rangement. Parce que des personnes qui aiment Oui, le cyclisme aussi. c'est Parce vrai. que concrètement, une table, il faut aimer la ranger, l'harmoniser, aimer décorer, entre guillemets. Il faut que ça soit au cordeau. Mm. Voilà, le grand format, il va aller là, il y a le poche en dessous, et oh, ça ne déborde pas, c'est trop cool. Et s'il y a un client qui vient et qui te la défonce, t'es vénère. Par Oui. défaut, parce que c'était nickel, il m'a tout défoncé. Alors que le but, c'est de vendre, donc de défoncer les tables. Mais bon, bref, voilà, la base est un peu foireuse. Mais oui, c'est un métier qui a une certaine image. Ne serait-ce que coup de foudre à Notting Hill. On voit bien, Hugh Grant, il a une librairie de voyage. Ok, Mhm. il est quasiment jamais dedans. Il n'y a pas des masses de clients. C'est extrêmement mal rangé. Comment tu fais pour trouver quoi toi dans cette librairie? C'est pas très aéré, c'est petit, tout ça, tout ça. Et le gars, donc ouais, n'est jamais dedans. On le voit pas vraiment toucher un carton, faire de livraison, faire de retour, faire de réception, quoi que ce soit. Donc voilà, le métier de libraire, il a ce côté, c'est quelqu'un qui est en train de bouquiner au milieu des livres. Moi, le métier de libraire, j'ai aussi pensé à Black Books quand j'ai commencé. Parce que Bernard Black, avec sa librairie, ça, c'est le pire des libraires. Et en même temps, c'est le plus réaliste parce qu'il est vénère en permanence. Euh, et que, en gros, limite, il est pas content qu'il y ait des clients parce que ça vient déranger sa librairie. Donc, c'est le pire et le meilleur des libraires. Euh, Comment dire? C'est un métier fantasmé parce que on peut se dire, à partir du moment où j'aime lire, je connais mon alphabet, je sais ranger, je sais dire pourquoi j'aime un bouquin et je sais faire de la caisse, et ben je peux être libraire. Ouais, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus varié que ça. Le fait d'être spécialisé ou non va aussi changer la donne. Le nombre d'équipiers, de libraires dans la librairie, il y a le nombre de livres dans la librairie, tout simplement, le passage, la fidélisation, si c'est une grosse ville, si c'est une plus petite ville, il y a énormément de choses, de points qui font que la librairie va être complètement différente. Les livres seront les mêmes, mais la façon de les agencer, la façon de les présenter, et puis, en gros, lesquels tu gardes. Parce que c'est bien joli de créer un fonds, mais il faut que ça soit un fonds qui fonctionne par rapport à ta clientèle, par rapport à ta localisation, par rapport à tes concurrents. S'il y en a Mm. d'autres pas loin, donc voilà, et il faut créer son enseigne, il faut fidéliser, il faut harmoniser. Enfin, il y a énormément de choses qui se font sur le long terme. Et sur le très court terme, bah ouais, tu reçois ton arrivage, faut le gérer. Il y a beaucoup de boulettes d'arrivage. Tu manipules des cartons comme pas permis. J'ai énormément de bol. Moi, c'est ma centrale qui fait les cartons. Moi, j'ai juste Mm. à manipuler des roulettes. Oui. Franchement, c'est pas de chance. Il y a moins de chance à la Fnac, par exemple. Là, il n'y a Mm. pas de carton, mais qu'est-ce qu'il y a comme roulette? C'est une horreur. Voilà. Donc, en fait, il manque dans le rêve de libraire, il manque tout le côté manutention, en fait. C'est vraiment ça le problème. C'est Ouais. joli de ranger, de faire une jolie table, mais tout ce qu'il y a derrière, tous les retours, toutes les commandes, tout le travail de veille pour savoir où est-ce qu'on en est, pour rien rater, être sûr d'avoir commandé la bonne quantité, et ben si ça a floppé, et ben faut renvoyer les factures. En fait, si tu veux être libraire, surtout indépendant, faut être comptable ou avoir un très bon comptable qui peut t'expliquer les choses pour pas te faire rouler non plus. Donc c'est extrêmement compliqué. Tu gères des remises, tu reçois des représentants, enfin, et en fait tu parles toute la journée et t'es noyé sous énormément de choses. Faut arriver à gérer les priorités. Tous les jours il y en a d'autres qui se collent par dessus.
Voilà. Donc au final, j'ai énormément de chance dans mon enseigne de ne pas avoir à gérer plein de choses. Mais des librairies indépendantes, comme par exemple le Nuage Vert à Paris, la libraire, elle est seule avec un ou une apprentie. Mm. Et franchement, c'est un taf de dingue. Et elle n'a pas une énorme surface. Mais elle fait énormément d'événements, elle est à la pointe de tout ce qui sort, elle a tout ce qu'elle peut. Mais voilà, c'est un boulot de dingue. Et à côté de ça, il faut lire. T'as pas le temps Oui. de lire au travail. Voilà. Donc tu lis sur ton temps perso. C'est aussi ça le problème du métier passion, c'est que tu lis à côté pour le travail. Donc, quand c'est des livres que t'aimes, c'est quand même mieux. Mais des fois, il faut lire des livres que t'aimes pas parce que ça reste, comment dire, le livre est un produit, il Oui, faut le c'est ce que vendre. j'allais dire. Ouais. C'est que Voilà, finalement, pour faire. pour résumer un peu, ce qui manque, c'est le côté industrie dans l'industrie culturelle qu'est le livre, quoi. Mhm, c'est Effectivement. ça, c'est ça. Ouais, le mot industrie est plutôt bon puisque la manutention c'est de l'industrie. Donc on n'est pas à Oui. l'usine non plus, mais ça peut se transformer en usine si tu sais mal gérer ton temps ou si tu t'affoles entre guillemets. Il y a des gens qui se noient dans un verre d'eau, ça m'est déjà arrivé, mais des fois, il n'y a pas le choix. Ouais. J'en profite parce qu'on a une question dans le chat de Stéphane Arnier. Bonsoir. Également bonsoir à les mots magiques qui a passé un petit coucou tout à l'heure. Est-ce que le rayon imaginaire a tendance à grandir ou pas vraiment? Estimation sur ces dernières années, car on a l'impression au niveau audiovisuel qu'il y a énormément d'imaginaire au cinéma ou sur Netflix par exemple. Ouais, il y a de plus. Avant, c'était très confidentiel. Il y avait des communautés depuis la sortie du Seigneur des Anneaux. Il y a toujours eu des communautés. Mhm. Mais depuis l'arrivée de par exemple de Game of Thrones, Mm. il y a des gens qui se définissent comme super geeks ou lecteurs d'imaginaire qui sont rentrés en fantasy grâce à cette série et aux livres associés. J'ai beaucoup aimé quand la série est sortie, il y a des gens qui sont arrivés genre oui, pareil qu'il y a un livre à l'origine. Oui, ce livre, il a 25 ans. C'est le trône de fer. Bonne lecture. Ça n'a rien à voir avec la fin de la série, hein, par contre. Hein. Okay. Voilà, c'était très drôle. Mais comment dire, c'est pas forcément que le rayon imaginaire s'agrandit, c'est plutôt que le public se développe. Mm. Dans le sens où les lecteurs d'imaginaire d'il y a 30 ans, qui ont commencé qui ont vraiment lu à partir des années 90, ils ont biberonné Tolkien. Et après, ils sont arrivés sur la fin de l'âge d'or de l'imaginaire. Et les années 90-2000 ont été quand même assez denses. Il y a eu des grands auteurs sur ces périodes-là. Ces gens-là, ils ont grandi, ils ont eu des enfants. Ils ont eu des neveux-nièces. Et ils sont aussi eux-mêmes acteurs encore. Ils sont encore très, très intenses aujourd'hui. J'ai une clientèle de cinquantenaires. Vous imaginez même pas. Ils sont tous fourrés chez moi. Enfin, dans mon rayon. Et en fait, à partir des années donc 2005-2010 à peu près, il y a eu un boom à ce moment-là parce que les réseaux sont arrivés, genre vraiment en Mm. intense. Et quelques grosses séries sont arrivées du style Game of Thrones qui ont, entre guillemets, rendu mainstream la fantasy. Genre, ah mais en fait, Ouais. c'est pas que des hommes machin. Harry Potter, les gens qui ont lu Harry Potter quand ils avaient 11 ans, ils ont mon âge aujourd'hui. Et donc, ils sont restés lecteurs de fantasy. Ils n'ont pas, entre guillemets, grandi. Ils ne sont pas passés à la littérature générale. Ils sont restés dans l'imaginaire. Ils ont gardé un pied là-dedans. Ils ont même développé là-dedans. Certains en sont devenus acteurs pour transmettre à d'autres. Et donc, on a ce côté transgénérationnel qui est extrêmement important et plus qu'avant. Donc, avant, c'était une communauté qui était très restreinte et qui restait un peu entre elles. Aujourd'hui, ça s'est développé. Mm. Et de plus en plus maintenant, on a vu ça avec le dernier tome d'Harry Potter. Donc beaucoup de gens se sont mis à lire en anglais pour avoir la fin plus vite. Et bien aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes adultes, des grands ados, de jeunes adultes, voire des adultes qui lisent en anglais. Mm. Et c'est normal en fait. Donc la fantasy, entre autres la fantasy, mais même la SF aussi, peu importe, le genre de l'imaginaire, c'est étalé, entre guillemets. Et de plus en plus d'auteurs en littérature générale, catégorisée littérature générale, donc inclassable, s'emparent des codes de l'imaginaire, parce que malgré tout, au-delà de ça fait vendre, il y a un côté nouveauté pour eux. Parce Mm. que ça renouvelle le genre. Donc l'imaginaire devient extrêmement poreux, touche à plein de domaines. Et comme aujourd'hui, on a la pop culture qui s'est complètement intégrée dans la société normale, aujourd'hui, c'est pas un problème d'être un geek. Oui. Il y a 20 ans, c'était une insulte. Pas une insulte. Tout est relatif. Mais c'était un problème. C'est-à-dire que t'étais renfermé, machin, tout ça. Et ça allait avec le Aujourd'hui, package quand on voit... sataniste, tout ça. Exactement.
Mais quand on voit le développement aujourd'hui sur les réseaux de communautés Bookstagram, quand on voit l'essor de l'imaginaire sur ces communautés-là et qui touche tout le monde, en fait. C'est pas juste les enfants ou les gens dans leur coin, ça peut être n'importe qui lit de l'imaginaire, ce n'est plus stigmatisé. Oui. Et rien que ça fait un bien fou. Donc mon rayon est en essor, ouais, s'étale un peu partout et donc de plus en plus d'éditeurs de littérature générale s'emparent de livres d'imaginaire et les mettent avec des couvertures de littérature générale, genre Le Sorceleur, vous saviez J'allais le dire, qui ouais. ressortait, voilà, dans une couverture littérature générale chez un éditeur de littérature générale. Ouais. J'attends de voir les chiffres. Je l'ai laissé, je l'ai dit à mes collègues de l'IT, justement, prenez-le, juste pour voir si vous arrivez à vendre ça dans votre rayon. Juste pour voir. Parce que, on va dire que le sorceleur, c'est quand même vachement Mhm. imaginaire. Oui. Oui, pardon, on m'a on m'a parlé dans derrière, c'est pour ça. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, d'autant que sur ce genre de livre, c'est intéressant de tester. Il y a un Ouais. problème. Après, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ah, il n'y a pas de problème en fait. D'accord. Désolé. Pas de Euh, soucis. je me suis perdu dans ce que je disais. Moi Bonsoir à aussi. Capane qui a fait un petit Mélanie cœur. Salut, K. On va reprendre un petit peu le fil des questions, même si Oui, désolé. non, il n'y a pas de Je... souci, c'est très intéressant. Mais on s'étale, c'est bien. Moi, ça me fait moins de travail et mon angoisse disparaît. C'est bien. Euh, pour en revenir un petit peu au métier fantasmé, après t'en as déjà parlé, quel est le cliché, entre guillemets, qu'on te ressort le plus sur les libraires? Ça doit être effectivement le fait que tu dois avoir du temps libre pour lire, mais Entre autres. Et c'est un cliché et en même temps c'est une réalité. Je sais où se trouvent tous les livres de mon rayon. Je sais où se trouvent tous les livres de mon rayon. mais ça me Voilà. paraît En haut de mon normal, classe. c'est pas. Bah ouais, mais pour beaucoup ça les étonne. Hmm, J'ai des clients quand je leur dis oui c'est sur la tête derrière vous, ou c'est dans le rayon, ou même je travaille dans un bâtiment de 7 étages en oui, comptant le sous-sol. Je sais diriger les gens, pas forcément le livre il est à tel endroit, tel étage, quand vous regardez l'étagère, ce n'est de votre épaule gauche. Non. Mais je peux leur dire quel rayon, enfin, et des fois j'ai même pas besoin de consulter la base de données. Enfin, je sais pas, on m'a demandé hier, genre, le nouveau Gaël Faye. Bah oui, Jacaranda, oui, c'est au premier étage en littérature. Mais vous savez où est tout Non, je ne sais pas où est tout dans le magasin, tout, mais je sais où sont les choses dans mon rayon. Et les livres que tout le monde demande, je sais où ils sont, parce que justement tout le monde demande, donc au bout d'un moment tu fais une fois la recherche, tu l'as fait 2 fois, l'information est intégrée. Mais ouais, le cliché c'est le côté les libraires ont lu tous les livres. hmm. Non, je donne cette impression-là, j'adore donner cette impression-là, mais non, je suis une baratineuse, ça n'a rien à voir. Je Enfin, c'est peux bien d'avoir une idée parler, globale quand même. c'est ça, Et mais c'est. ça fait que justement je peux parler de quasiment tous les livres de mon rayon euh, avec honnêteté. Hmm, Je vais pas forcément dire que moi je l'ai lu, je vais quasiment toujours dire non, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler de telle façon. La quatrième de couvre, l'auteur, la référence, la maison d'édition, je peux en parler. Enfin voilà, je brode autour et je vais trouver un truc. Et étonnamment, souvent, c'est je connais quelqu'un qui l'a lu. Merci Instagram. Beaucoup de gens font des reviews, je peux les lire et je m'en inspire. Merci beaucoup. Euh, je vais régulièrement sur Babelio. Enfin, voilà, c'est de la veille en fait pour moi. Et ça fait partie du boulot. Donc ouais, le cliché c'est les libraires ont tout lu. Non, mais on aime bien donner l'impression d'eux. Alors, ça va mener à une question un peu sur le truc, c'est t'es libraire, mais t'es aussi chef de rayon, imaginaire, c'est Ouais, ça? Est-ce qu'il y a des ouais. responsabilités supplémentaires du coup, ou du travail Euh, différent de ce que peut faire un libraire indépendant, par non, exemple? c'est la même chose, voire même, comment dire, je fais autant qu'un libraire indépendant, simplement c'est basé sur mon enseigne. Donc, Mhm, comme j'ai déjà dit, c'est propre à chaque boutique, on a enfin à chaque enseigne. La mienne, elle a son fonctionnement. On a une base de données qui est interne, on a de l'occasion aussi, donc c'est une autre gestion par rapport au mhm. neuf. Voilà, on a une façon de faire en interne. Le plus galère, c'est plutôt de devoir gérer de l'humain
Moi qui Oui. n'ai déjà un peu me gérer moi-même, donc gérer les autres, c'est compliqué. Et le côté avoir l'œil à tout, parce que en tant que responsable, ben justement, t'es responsable. Mhm. S'il y a un problème, s'il y a un client mécontent, voilà, c'est le côté, il faut que j'ai, entre guillemets, réponse à tout, ou que je puisse envoyer vers la personne qui aura la réponse. D'où Il faut que l'importance je de sois connaître tout ton magasin. exactement. Il faut que je sois au courant sur la plupart des choses, en Mhm. général, que ça soit en matière de fidélité, en matière de site internet, voilà, que je puisse répondre à ce genre de trucs-là. Donc, ça demande, on va dire, un peu d'expertise. Voilà, mais ça fait partie des trucs, ça fait 12 ans que je suis dans cette boîte. Il y a des choses, je les connais par cœur. J'ai même Mhm. pas besoin d'y réfléchir, de le discours qui sort et c'est tac tac tac. Et si on m'interrompt, il faut que je recommence du début parce que je sais plus où j'en étais, tellement ça sort sans que j'y réfléchisse. Mais en tant que responsable de rayon, ouais, c'est le souci de la responsabilité. Mhm. Si tu as fait une mise en avant, si tu as fait une commande et que tu as raté, ben, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir apprendre de cette erreur et l'exploiter en fait. Faire mieux, faire différemment, essayer autrement. Voilà. Ok. Donc ouais, la responsabilité. Bah, t'en as parlé, la mise en avant de livres, et comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a une saisonnalité, des choix de thématiques Alors, qui te sont propres, ce genre de choses? euh, oui et non, parce qu'on a des mises en avant magasins, et là j'ai pas de choix à part dans les Ok. livres, les thématiques ne m'appartiennent pas, mais c'est assez rare et la plupart du temps, en gros, on fait ce qu'on veut dans le rayon, du moment que c'est cohérent, qu'on peut l'expliquer et Mhm. que ça marche. Ok. Faire qu'on arrive à vendre des livres. Donc moi j'en profite pour mettre en avant des maisons d'édition que j'aime beaucoup, des coups de cœur. J'essaye de trouver des thématiques les plus farfelues possibles pour qu'elles soient originales et que ça attire. Ça aussi, c'est pas mal de gestion dans le sens où pendant le Covid, on n'avait pas des masses de gens. Hmm. On était ouvert quand même, les masques, la totale, mais on avait assez peu de clientèle à l'époque. Et j'ai eu du temps, mais j'ai profité de ce temps non pas pour lire, mais pour faire des Hmm. listes thématiques. Et donc, j'ai une quarantaine de listes thématiques, un peu plus maintenant même, toutes créées entre fin 2020 et juin 2021 à peu près, sur la période creuse de l'hiver 2021, où j'ai fait des recherches internet sur tout ce qui est possible et imaginable pour avoir une liste, genre, un client me demande, vous avez, j'aimerais bien du space opéra. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en space opéra? Eh ben, j'ai une liste sur un fichier Word où il y a une quarantaine de titres dessus et je peux imprimer cette liste et la filer à mon client et lui dire, ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Ça, je connais quelqu'un qui l'a lu, j'ai eu un bon retour, voici quelques mots-clés. Ça, c'est un truc vieux, je vous le déconseille un peu, ça a mal vieilli. Ça, la trad est en train d'être faite, il y a une nouvelle édition, bliblablu. Donc voilà, je le développe. Hmm. Mais en matière de mise en avant, je marche ouais, au coup de cœur, à l'actualité. Une nouvelle maison lance un nouveau concept. Eh ben, si j'ai contact, que ça se passe bien, que j'ai bien aimé les bouquins, que ça me semble intéressant, eh ben hop, un petit mur, un bout de déco, et hop, le livre est mis en avant. Donc Hmm. j'ai une chance phénoménale d'avoir de la place. J'ai Oui, pas de vitrine, à part une fois dans l'année avec le mois de l'imaginaire. D'ailleurs, c'est cool, je l'ai eu pendant 4 semaines ce mois-ci. Ce, cette cet année. automne-ci, Ouais. voilà, cette année. Mais concrètement, dans le rayon, faut juste que ça soit cohérent. Puis après, je discute beaucoup avec mes collègues. On Mhm. a déjà des idées mises en avant pour l'année prochaine. Oui, je me Voilà, doute qu'il c'est faut préparer en un fait peu en amont aussi, ce genre de choses. un peu, un peu. Mais là, vu qu'on a agrandi le rayon et que j'ai plus de place, ben j'ai aussi plus de place pour faire des mises en avant qui demandent moins de commandes. Avant, pour faire une mise en avant, il fallait que j'ai 4 à 5 exemplaires de chaque titre pour pouvoir faire une pile. Ok. Parce que les étagères dont je disposais étaient profondes. Donc si je mettais un livre dessus, ça faisait super chum, ça marchait pas. Là, le nouveau mur que j'ai, ben, en gros, j'ai des étagères unitaires où je peux mettre les deux poches, mais je mets un grand format. Et donc Mhm. ça me permet de faire de la thématique beaucoup plus souple, on va dire, sans avoir besoin de faire des commandes. Genre j'ai un exemplaire dans le rayon, et ben je vais le mettre sur la mise en avant. Il y aura juste plus d'exemplaires dans le rayon, mais c'est pas grave, il sera dans la mise en avant. Donc j'ai pas besoin de commander. Et ça me permet d'avoir encore plus de souplesse qu'avant, ce qui est vachement cool. Voilà. Ok, trop bien. Et oui, tu as des murs et des tables, donc globalement, c'est un peu comme tu as envie. C'est Alors, chouette. ça aussi c'est pas mal de gestion parce que ouais je voudrais faire une thématique au mois de janvier.
je vais faire une table, une demi-table entière en fait, parce que c'est parti d'un petit truc, parce qu'il y a une nouveauté chez Calix sur la Reine Guenièvre, Mhm. entre autres, et je vais faire une thématique table ronde. J'étais en mode trop cool. Mais je me disais, allez, une dizaine de titres dans mon rayon, ça me fait une thématique et c'est vachement bien. Et ça entoure le nouveau. Et puis en fait, j'ai réalisé qu'au rayon lettres, on a un énorme fond sur la table ronde, sur les textes d'origine de la table ronde, etc. Le roi Arthur, là, là, pas compter les études. Je me suis dit, hé, collaboration avec le rayon lettres. Voilà. Et donc, c'est passé de 10 titres en unité. Là, je vais faire des commandes et je vais faire une vraie mise en avant propre sur la table de classique de la fantasy en me disant, bon, voilà, Vous sur le faites mois de une janvier, je grande vais faire table ça. qui relie les deux rayons. Exactement. C'est parfait. Exactement. Donc oui, ça marche au coup de cœur, ça marche à l'opportunité, ça marche à l'actualité, ça marche au Mm. contact, et ça marche à la discussion de hey, brainstorming, attends, mais c'est une super idée, vas-y, on la note. Et puis on fait ça quand on peut. Ouais, Après, c'est de la gestion de table, quoi. Voilà. ok. Virage un peu Pas de abrupt. souci. Tu as parlé tout à l'heure aussi de l'occasion. Comment, Mhm. c'est quoi la différence entre la gestion du neuf et de l'occasion? Est-ce que vous avez un traitement différent des livres? Est-ce que Oui. en termes de mise en avant, tout ça, tu dois les gérer différemment? Et la proportion des ventes d'occasion dans le marché, Alors, ou en tout cas de ce que toi tu vois? le souci, c'est que c'est propre à mon enseigne, qui est Oui, particulière. ok. Donc, Bah, parle utile pour d'en ton parler. expérience, écoute, c'est ça Ouais, qui importe. pour mon rayon, en général, le problème de l'occasion, c'est plutôt écologique. Enfin, c'est pas un problème. Non, les avantages de l'occasion. C'est écologique dans le sens les livres reviennent dans le circuit, ils trouvent des nouveaux lecteurs, un nouveau lectorat, c'est vachement bien. Ils ne sont pas détruits, c'est l'essentiel. C'est moins cher, ça Mhm. permet à beaucoup de gens d'en avoir beaucoup et surtout aux gros lecteurs et de se dire bon pour le prix de un bouquin, en fait j'en ai 3 en poche, donc c'est vachement bien. Et puis en fait, on oublie vite que le livre donc est un produit, qu'il n'y a pas de réglementation sur l'occasion et que l'occasion ne profite à l'enseigne qui vend. Que Mm. ça soit un particulier sur Vinted, que ça soit une plateforme de particulier à particulier, la plateforme va se faire un peu les sous, mais ça reste de particulier à particulier, et des enseignes comme la mienne, ça permet d'avoir un énorme coussin solide et de fonctionner. Mais le fait est que la chaîne du livre est brisée. Ouais. La maison d'édition ne reçoit rien, l'auteuriste ne reçoit rien, il n'y a plus aucun intermédiaire. Donc concrètement, le livre, oui, a une seconde vie. Pour le lectorat, c'est génial. Pour la librairie, c'est cool. Mais au-dessus, il n'y a plus Mm. rien. Donc l'occasion, à mon sens, est une très bonne chose, mais elle a un revers. Et Oui. puis, pour avoir de l'occasion, il faut bien que quelqu'un achète le livre en neuf et qu'il soit revendu. Donc voilà, la proportion chez nous, c'est 50-50 à peu près. Ouais, quand même. Je m'attendais à Mais plus en vrai. Et, plus d'occasion. je En fait, m'attendais ça dépend presque des à un périodes. 60-40, mais ouais. Ça dépend des périodes. À la Mm. rentrée littéraire, c'est 60-40 parce qu'il y a tellement de nouveautés en neuf que Oui, l'occasion, elle peut pas suivre. ouais. Mais à des périodes comme Noël, il y a aussi plus de neuf. Parce que les gens sont prêts à mettre la main au portefeuille parce que le livre est le cadeau numéro un des Français. Mm. Voilà. Ouais, donc la période entre mi-août et le 31 décembre, c'est the période où il faut vendre. Ça va faire le coussin pour tout le reste de l'année. Mais oui, au final, l'occasion a un revers de la médaille. C'est à la fois une bonne chose et bof pour le reste. Donc, il n'y a pas de réglementation en fait dessus pour l'instant. Ok. Voilà. Je sais pas trop quoi dire dessus en plus. Sinon, pour la gestion, ça arrive dans des bacs séparés, c'est Mm. travaillé différemment à notre centrale. Ça peut venir du site internet comme de n'importe quel autre magasin qui envoie à la centrale ensuite. Et après, il y a tout un système de stickage. On a des prix différents et tout est géré informatiquement avec un algorithme sur la base de données. Ok. Voilà. Et l'occasion arrive quand elle veut. Voilà. Je peux pas commander une occasion à moins qu'on en ait beaucoup et que là, il y ait moyen de faire une commande express. Mais c'est assez rare. Mm. Pendant qu'on en est sur la chaîne du livre, je pense Ouais. que c'est intéressant de faire un petit crochet sur les repraits et Mmh. qu'est-ce qu'est une réunion retrait? Comment est-ce que tu peux nous dire sur Alors, ça?
Déjà, on peut expliquer ce qu'est un Sinon, repré, je pense. ouais. Alors, dans la chaîne du livre, on a donc la maison d'édition. Et avant, il y a tout le système de fabrication, l'imprimeur, etc. Enfin, l'auteur, la maison d'édition. Et pour aller jusqu'en librairie, il y a des intermédiaires. Et les intermédiaires, ça sera le diffuseur et le distributeur, qui sont Mhm. complémentaires, mais pas forcément liés. Dans le sens où on peut avoir les distributeurs, en fait, ça sera justement les méga centrales, les points relais qui vont envoyer les livres partout en France, les méga entrepôts, concrètement. Amazon est un distributeur. Mhm. Voilà. Euh, les diffuseurs, ce sont des équipes, la plupart du temps alliées aux distributeurs. C'est des grosses entreprises. Et en fait, ce sont des personnes qui sillonnent la France et qui vont visiter les librairies pour présenter les catalogues et faire en sorte que les libraires aient envie d'acheter, enfin de commander plus ou moins de livres en amont de la sortie du bouquin. Donc en moyenne, c'est 2 à 3 mois, plutôt 2 à 1 mois plutôt. Avant la sortie du bouquin, on Mhm. fait nos commandes, nos précommandes avec les représentants qui eux les transmettent à la distribution qui nous les enverra et on les recevra le jour de la sortie prévue nationale. Et les représentants, en fait, ne vont pas dans toutes les librairies non plus. Ils sont très nombreux. Hein. Il y a tellement de maisons d'édition, il y a tellement de diffuseurs, Oui. distributeurs. Voilà, c'est innombrable. Mais le fait est que moi, j'en vois quelque chose comme une trentaine à peu près en tout. Et ça tourne. Oui. 30-35 ou 20-30, truc comme ça. Faudrait que je les compte, tiens, en vrai. Faut faire une Mais recension. ouais, parce qu'en fait, j'en ai une quinzaine, c'est vraiment toujours les mêmes, et ils vont faire les méga maisons. Genre, j'en ai un, il est spécialisé pour Folio, Mhm. Polar et SF, et la série noire chez Gallimard. Mhm. Voilà, c'est un repris Gallimard. Voilà, Ouais. il est spécialisé comme ça. J'en ai un autre, il va bosser pour Dodd et compagnie, et là, on est avec des maisons d'édition comme Plume du Web, par exemple, qui fait de la romantaisie, entre autres. Mhm. Beaucoup de romans. Mais qualitative, donc c'est cool. Enfin, il n'y a pas de souci en tout cas. Pour moi, c'est cool. C'était pas un jugement de valeur, c'est juste, elles font du bon boulot. Mais le fait est que voilà, les représ sont affiliés à des catalogues, en fait, pas forcément à Mhm. des maisons. Le cas de Folio, il est spécialisé. Mais ils ont chacun donc un catalogue, ils font des réunions représ encore plus en amont que nous. Et après, on prend rendez-vous d'une fois sur l'autre et ils viennent nous voir avec leur feuille à code barre, Mhm. un topo du bouquin, les dates, les grosses infos à savoir. Et à partir de là, on va choisir aussi en fonction de l'historique de vente du même auteur, de Mhm. s'il y a un poche qui sort, combien on a vendu du grand format avant et combien on va prendre en poche. Il y a tout ce travail de décision qui fait aussi que c'est pas tous les libraires qui le font. Normalement, voilà, il faut un certain niveau d'expérience pour voir par rapport à ce qu'on va vendre, par rapport à notre clientèle, par rapport à la saisonnalité, par rapport au sujet. Genre celui-là, le sujet il est un peu touchy, peut-être je vais pas en prendre beaucoup, je sais pas. Parce qu'au final, toutes les commandes qu'on fait, toutes les précommandes qu'on fait, une fois le livre arrivé, il va falloir le vendre ou le retourner. Et le retourner, ça veut dire, entre guillemets, un échec pour moi. Enfin, je le vois comme ça, les retours. Ça permet aussi de travailler la trésor, c'est complètement autre chose. Mais ça me donne un sentiment de j'ai pas réussi à vendre ce bouquin. J'en ai Mhm. commandé, j'y croyais. Ou alors, il me semblait intéressant et je voulais le proposer. Ça a floppé. Donc, statistiquement, je ne peux pas le garder parce que les livres ont une durée de vie limitée en rayon. On n'a pas la place de tout avoir, même quand Oui. on a beaucoup de place comme moi. Donc, il faut faire des choix. Voilà. Et donc pour les représ, c'est à eux de nous convaincre prends ça, c'est super bien, je l'ai lu, il y a un gros plan presse, l'auteur va faire des tournées, il va parler à la radio, etc., etc. Et donc le livre sera connu et il sera vendu. Voilà. Mhm. Mais comme tout ça c'est en amont, on fait des prévisions et on espère que nos prévisions, que notre divination sera réalisée. À nos C'est ça pré... qui est, nos... c'est ça qui est très Oh, dur avec les métiers du livre, c'est aussi ouais, penser au présent et au futur en permanence. c'est ça. Et dis-toi que là, les représ, ils sont limite, ils sont sur janvier, voire pour certains, là, les réunions, ils auront bientôt le Mhm. programme de mars. Oui. Donc ils voient méga loin. Enfin, les maisons d'édition, elles voient à plus de 6 mois. Les représ, ils voient à plus de 3 mois. Non, pardon.
Les maisons d'édition vont jusqu'à 1 an plus tard. Les représ vont entre 3 et 6 mois, et nous, on voit à peu près à 3 mois en librairie. Voilà, pour le délai. Mais ouais, un rendez-vous repré, ça commence par déjà bonjour, mais sinon c'est par défaut, ça va être présentation du catalogue et beaucoup de discussions, voilà. Mais il y a des librairies qui ne sont pas visitées par les représ, parce qu'il y a aussi des niveaux de librairie selon librairie premier, deuxième niveau, grande surface spécialisée, grande surface alimentaire. Genre les alimentaires, ils seront jamais visités. Les spécialisés, par exemple comme la Fnac, ça dépend. Parce qu'il y a le pilotage à la Fnac, et là ça veut dire que les quantités sont décidées au-dessus. C'est les libraires, c'est vraiment un autre système. Les vendeurs et vendeuses en produits éditoriaux, pas les libraires. Ouais. Ils n'ont pas forcément voix au chapitre, mais ceux qui peuvent parce qu'ils ont une grosse quantité, un gros emplacement, etc. Là, il y a des rendez-vous représ parce qu'aussi, les systèmes informatiques ne peuvent pas tout commander, il faut un certain affinage. Et ça ne va qu'avec l'expérience. Voilà. Je suis peut-être un peu éloignée de la question, non? Non, c'est bon? Je sais plus. C'était clair. J'aurais pu étendre aussi sur la question, sur la surdiffusion aussi avec les relations libraires. Mais je vois que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle et j'ai pas envie de te prendre pendant 4 heures. Donc, on va poser une question dans le chat avant de passer à ma dernière question sur ton métier de libraire. Stéphane. Sinon, la surdiffusion, c'est cool. Les maisons qui ont les thunes et la possibilité d'avoir des relations libraires, c'est génial parce qu'on a des interlocuteurs qui sont spécialisés et qui ont lu les bouquins et qui sont investis. Et ça aide énormément pour mieux voir. Parce que dans un catalogue, le repré, il a 500 bouquins à présenter. Là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui en a 3 seulement. Et on a une spécificité et un affinage et c'est vraiment idéal. Donc, c'est cool les relations libraires. Moi, je les aime. C'est un travail vraiment de fond de relations. C'est un travail relativement récent, mais et c'est beaucoup de relations. C'est très chouette, effectivement. C'est ça. Ça fait un côté un petit peu artisanal, en fait, avec les relations libraires. Alors que sinon, c'est un peu industriel, en effet. Mais l'avantage en imaginaire, c'est qu'il y a beaucoup de petites maisons qui ont un contact très humain, qui ont un contact, en fait, tout simplement. Et ça, rien que ça, c'est vraiment génial. Puis l'avantage de l'imaginaire, c'est que c'est un milieu où pas mal de gens se connaissent entre eux. Donc, Ah oui, c'est un petit monde. C'est un petit monde et on parle la même langue. Donc en gros, on s'arrange. Donc pardon, la question. Une autre question de Stéphane qui était question ratio grand format poche. Est-ce que vous avez des règles spécifiques? Alors, dans mon magasin, dans mon enseigne, on a une clientèle qui veut plutôt du poche et qui veut de l'occasion. Parce que c'est notre enseigne. Donc, ils viennent chercher le pas cher. Donc, des fois, c'est compliqué de convaincre les gens d'acheter un grand format à 23 balles juste parce que c'était trop bien. Lisez ce livre. Voilà. Des fois, c'est compliqué parce que la vie est chère. Parce que les livres sont devenus encore plus chers. Parce que des fois, il faut choisir entre manger et se divertir. Et donc, l'occasion permet ça aussi. Les bibliothèques aussi, c'est bien les bibliothèques. Mais ouais, dans mon magasin, c'est un peu compliqué. Après, le poche a tendance à chasser le grand format, pardon. Donc certaines maisons en imaginaire ont fait le choix de ne pas de ne pas vendre les droits aux collections de poche ou de faire du poche eux-mêmes. Par exemple, les éditions Léa, ils ont décidé de créer leur collection de poche Magic, qui est très qualitative, et ça leur permet de passer du grand format aux poches, mais ça reste chez eux, et ils en font maître, et c'est vraiment très pratique pour eux. Et financièrement parlant, j'espère que ça vaudra vraiment le coup. En tout cas, chez moi, ça vaut le coup. Dans mon rayon, en tout cas, ça vaut le coup. Pour les autres maisons, certaines maisons comme la Talente, par exemple, passent très peu de choses en poche. Le Bélial passe très peu de choses en poche. Voilà. Et à côté de ça, on a des maisons d'édition de poche, comme Pocket Imaginaire, qui vont porter le texte à nouveau en poche avec puissance. Folio SF aussi, Folio Fantasy maintenant, ils portent les textes en profondeur. Donc oui, le grand format, entre guillemets, est un peu mort pour la cause, mais ça va augmenter le public, ça va permettre à d'énormément de gens de s'approcher de ce texte alors qu'il leur était
enfin inaccessible rien qu'à cause du prix au début. Donc voilà, en ratio, je dirais que je suis à 60% de poche et 40% de grand format, à peu près. Parce que justement, dans l'imaginaire, il y a des choses qui ne sortiront jamais en poche. Et il y a aussi des choses qui sont en poche et qui n'existent absolument plus en grand format, qui sont introuvables maintenant, et donc ça permet d'avoir un fond. Ouais. Oui, Voilà. et puis d'autant qu'il y a une tendance au beau livre aujourd'hui qui fait que c'est compliqué Oui, d'adapter en poche pour certains. il y a C'est une énorme tendance au livre-objet et c'est à la fois super cool parce que ça permet d'avoir des livres magnifiques, mais ça se répercute sur le prix, sur Hmm. l'écologie, sur des fois la qualité interne du bouquin. C'est un bel objet, mais il n'y a pas eu l'étude ou alors fallait mettre 3 balles de plus pour faire une vraie correction. On a raté la saisonnalité, donc fallait traduire très vite. Et donc on est passé un peu au-dessus de la traduction. Enfin, on voit ça chez certaines maisons. Hmm. Euh, Tu les repères les coquilles, quoi. Ça se voit. Surtout que maintenant, énormément de lecteurs, lectrices, soit lisent en anglais, soit savent vraiment repérer les coquilles. Il n'y a plus autant de souplesse. En mode, genre, c'est pas grave. Hmm. Des maisons se font bâcher parce qu'il y a des coquilles, quoi. Ah, les publics Et puis sont des de fois, plus en plus exigeants et c'est ça. observateurs, j'ai envie de dire. Oui, et il y a aussi un vrai problème avec la traduction à cause de l'intelligence artificielle. Oui, J'ai rencontré une c'est vrai. traductrice qui a une association de traducteurs et en fait, la traduction à cause de l'intelligence artificielle, ça, c'est en train de péter le métier de traduction, en fait. Il y en a, enfin, même les étudiants en traduction, c'est elle qui m'a dit ça, ont des cours de préparation de copies avec l'IA. Et donc, de plus en plus de maisons achètent un D'accord. texte en anglais, le pré-traduisent avec l'IA, Google Trad et le filent à un traducteur pour correction et harmonisation. Et non D'accord. pas directement au traducteur, à la traductrice pour créer quelque chose. Et de plus en plus de maisons qui éditent beaucoup se retrouvent avec ça. Et de plus en plus de traducteurs, de traductrices sont un peu dans la crise, on va dire. Le métier est Ouais. en crise à cause de l'IA. Bon, Voilà. on en Et parle ça se beaucoup pour répercute. l'illustration, mais ouais, pour la traduction, c'est vrai que c'est En d'autant fait, plus dangereux. c'est la même base. Il y a un travail humain de création, puisque la traduction, Hmm. c'est de la création littéraire aussi, dans une autre forme. Mais c'est de la création artistique et à partir de là, à partir du moment où un ordinateur, enfin une intelligence artificielle peut faire les choses à sa façon, pas forcément mieux mais différemment, mais que ça coûte vachement moins cher, Oui. le livre est un On revient produit. toujours à ça, de toute façon, hein, c'est une industrie, les gens veulent de l'argent, toujours, C'est ça, malheureusement. c'est ça. Donc on va entre guillemets à l'essentiel. C'est pas un bon essentiel, mais c'est un essentiel quand même qui permet d'aller plus vite, d'être moins cher. Voilà. Mhm. Éthiquement parlant, c'est problématique. Humainement parlant, c'est problématique. Financièrement parlant, c'est très intéressant. Hmm. Voilà. Et malheureusement, voilà, on parlait de surproduction tout à l'heure. Ouais. Rappelle que le métier de traducteur contractuellement parlant est considéré comme auteur en France, donc Oui, en quand même. plus. En plus. Et sachant que le métier d'auteur, d'autrice est très compliqué à vivre. Oui, c'est Plein de complexe. choses à dire là-dessus. On pourrait passer des heures. Et je ne suis même pas autrice moi-même. Juste, je vais en connaître un tout petit peu quelques-uns. Voilà, là-dessus, il faudrait réformer complètement la chaîne du livre, Hmm. le droit, la propriété intellectuelle, etc. Et ça pourrait pas passer sans une crise majeure parce qu'il faudrait réformer en cassant tout. Ouais. Et ce serait le coup à tout péter. Donc, Oui, et ce serait puis très problématique. on a un système en France qui est très concentré et qui fait que c'est d'autant plus difficile avec le temps. C'est ça. C'est ça. Mais quand tu vois que le pourcentage était nul, genre moins de 10%, Hmm. moins que ça, d'auteuristes arrivent à vivre de leur plume. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Faudrait que je revérifie parce que là, j'ai les 10% en tête. Je suis pas certaine que ça soit ça. Mais c'est pas beaucoup plus au-dessus si c'est au-dessus. Hein. Vraiment pas beaucoup plus. Alors voilà. D'autres questions? Bah, j'en ai terminé avec les questions. Ah, Mhm. j'avais une autre question sur les libraires. Bonsoir à Redoc aussi. Des bisous à toi, qui est le troisième larron de Chimère, c'est pour ça. Salut. On avait une petite question sur l'organisation d'événements au sein de ta librairie. Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent d'être dans une enseigne? Oui, parce qu'on a un service marketing et événementiel. Mhm.
C'est pas et toi donc qui gères énormément de... directement, enfin tu passes par des Alors oui et demandes, non. je présume. Pas forcément les deux en fait. Ok. C'est peut ça fait un intermédiaire de plus et ça permet aussi de gérer avec le réseau. Parce que concrètement, quelque chose qui s'est passé dans un gibert, ça peut être cool de le faire dans un autre gibert, dans une autre ville. Hmm. Donc voilà, il y a le côté réseau qui est très intéressant et c'est pour ça que de base, l'événementiel est toujours dans la boucle et ils apportent beaucoup de projets aussi. Moi, on vient me voir, on me dit ouais, je voudrais faire une dédicace, machin. Alors, voici un mail, envoyez un mail. C'est là-bas que ça se passe. Mais après, s'il y a des projets qui me tentent, que j'ai la chance, l'opportunité de faire, qu'on me fait confiance, qu'on me propose, bah, je saute dessus. Parce que si les étoiles s'alignent, qu'il y a la place de le faire à ce moment-là, que l'emplacement est dispo, que je suis dispo, enfin voilà, qu'on a le temps d'organiser, etc. C'est lancé et puis ça devient Catherine Ardenne dans mon magasin et c'était très très cool. Oui. Voilà. Voilà. Mais après, c'est aussi de la prospection. Ça marche mieux en librairie indé, concrètement. Parce Ouais. que dans mon magasin, on ne fait pas de rencontres. On fait ce qu'on appelle des dédicaces sèches. Donc en gros, on ne va pas discuter. Chaque personne qui vient, chaque client, chaque cliente, peuvent discuter Hmm. avec l'autoriste qui est là, entre guillemets, au détriment des personnes qui attendent derrière. Mais la discussion est toujours possible, il n'y a pas de souci, on n'est pas à la chaîne, c'est pas l'usine non plus. L'important, c'est de rencontrer les autoristes. Mais il n'y a pas comme par exemple au Nuage Vert, c'est une très bonne référence pour moi, hein. J'aime beaucoup ce magazine. Je suis d'accord. Euh, il n'y a pas comme au Nuage Vert le côté on va discuter d'abord, on va Hmm. présenter une thématique, on va faire discuter des autoristes ensemble, qui ont des bouquins qui ont à première vue n'ont rien à voir entre eux, et puis en fait on trouve des Hmm. liens et ça devient une discussion extrêmement enrichissante. Voilà, une rencontre, et après il y aura la dédicace. Oui, d'abord on Voilà. parle des livres, après on voit si vous voulez bien les acheter. Voilà. Chez moi, enfin dans mon rayon, c'est plutôt ce livre-là, vous l'avez aimé, venez faire dédicacer le bouquin et discuter Hmm. 20 secondes avec l'autoriste sur place, quoi. Voilà, donc c'est entre guillemets un peu le souci chez nous. On n'a pas les rencontres pour l'instant, c'est pas notre truc. Voilà. Et on est nombreux, enfin nombreux, on est plusieurs à vouloir changer ça, mais c'est pas de notre ressort. Et c'est l'inconvénient donc d'être dans une enseigne et d'avoir une chaîne hiérarchique. Et donc, enfin l'inconvénient entre guillemets, parce qu'il va falloir que tout s'accorde, que tous les niveaux s'accordent et que les étoiles s'alignent. Dans une librairie indé, il faut surtout que tout le monde soit ok, mais entre l'autoriste, la maison et le ou la libraire. Et à ce moment-là, on trouve une date et c'est envoyé. Voilà, les livres sont commandés et c'est envoyé. Donc c'est plus simple dans une librairie indé et il y a beaucoup plus de possibilités là-bas. Hmm. Après, c'est aussi énormément de stress de faire des dédicaces et des rencontres. Donc je suis contente de ne pas Oui, avoir ce genre de stress tout le temps. Hein, voilà, très c'est stressant. c'est- c'est clair que c'est un moment où tu ne peux pas forcément gérer ton rayon parce qu'il y a quelqu'un que tu dois t'occuper. Voilà, c'est ça, au taquet pour ça. Et ça veut dire que ça reporte sur mes collègues Ouais. tout ce que je ne fais pas. Même si je suis quand même là un peu, mais voilà, c'est une paire de bras en moins le temps de la dédicace. C'est aussi très enrichissant pour moi, mais voilà, il faut aussi qu'on alterne. Donc enfin, je suis en binôme avec le rayon polar, donc ma collègue aussi lance des trucs. Mais ouais, c'est un peu spécial quand même. Hmm. Mais c'est cool. C'est juste pas c'est vraiment top, mais ce n'est pas la base de mon métier. Pour moi, Oui. c'est d'abord vendre des livres, pas accueillir les autoristes. Le contact le client Voilà. est plus important que. Tu, Oui, tu enfin, c'est profites le des plus salons important. pour, Ouais, pour, ça pour voir. c'est autre chose. Ouais. Mais non, 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 c'est pas plus important en fait. C'est différent Hmm. parce que ça va faire venir les clients pour autre chose. Oui. Ça va augmenter leur expérience clientèle et ça va leur faire vivre quelque chose de différent. Et moi aussi, tant qu'à faire. Mais ça reste des exceptions. Hmm. C'est une fois tous les jamais, ou même dans une librairie indé, une fois par semaine, une fois par mois, etc. Moi, c'est vraiment une fois tous les jamais. Il y a tous les clients, les clientes du reste du temps. Et ceux-là, il faut aussi s'en occuper, il faut les fidéliser, il faut qu'ils aient envie de revenir, il faut que les livres que j'ai réussi à les convaincre d'acheter, mettez 20 balles dans un bouquin, et revenez me voir si vous avez aimé.
Mmh. Et j'ai des clients qui reviennent et qui m'ont dit mais c'était génial. Et ça fait un bien fou d'avoir des clients qui reviennent comme ça et qui te disent ben, merci de m'avoir fait lire ce bouquin, merci de l'avoir partagé, merci d'avoir mis une notule, un petit mot. Vous en avez parlé et j'ai eu raison de suivre votre avis. Enfin, c'est extrêmement gratifiant. Ça fait un peu la grosse tête aussi, hein, soyons honnêtes. Mais le fait est que c'est vraiment quelque chose de gratifiant et qui donne envie de continuer. Mmh. Je connais beaucoup de libraires, pour eux, le point fort de ce métier, c'est ce contact client positif, Mmh. ou même des fois négatif, dans le sens où ah ben, ce livre-là, ben, finalement, j'ai pas trop aimé, mais il y a une discussion constructive Ouais. qui se place après. Et là, ben, on se retrouve avec un dialogue enrichissant, une expérience de vie, en fait, une expérience d'humanité avec des clients, des clientes. Voilà. J'ai des gens qui viennent ah, salut, comment ça va aujourd'hui, machin. Et qui viennent pas te parler de livres. Mais trop cool. Et puis, si, parce qu'ils viennent pour ça, en fait. Ils viennent me chercher Ouais. pour me demander qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous me conseillez. Ah ben, vous savez ce que j'aime. Et moi, je suis là, qu'est-ce que je vais conseiller déjà? J'ai oublié. Vous savez ce que comme d'habitude, chef, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bah, j'ai un client qui vient chercher autant que possible du space opéra. Mmh. Voilà, mon exemple de tout à l'heure, c'était lui. Et il est super gentil. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai fait le tour. Il y en a plus. Et puis, bah, il a pas, voilà, il a pas un budget limité, donc il lit beaucoup en poche. Et il y a des trucs qui sortent pas en poche. Donc, bah, je sais pas, est-ce que le budget de ce mois-ci, vous pouvez prendre un seul livre grand format plutôt que 3 poches? C'est possible? Parce qu'il était vachement bien celui-là. Tiens. Voilà. Donc, Trop bien. c'est la négociation tous les jours. Ouais. Et ben, on en a terminé avec le métier de libraire. Ok. J'ai fini mes J'ai questions sur l'impression ça. d'avoir tout et rien dit. C'est pas très grave. Je te donnerai plus le temps maintenant, comme ça tu ne sauras plus. Faut voir si toi ta batterie tient, et normalement ça devrait le faire. Non, j'étais à 65% tout à l'heure. Je suis à 32, moitié. Ça va. Ok, on va être juste, mais ça va le faire. Et- Et bonsoir à Jack Hartwood, qui est apparu aussi, qui a passé un coucou. Ok. Euh, Passons donc à un aspect plus lectrice. Ok. Euh, alors, il y avait un thème global, parcours de lectrice. Ouais. Euh, Tu as dit tout à l'heure que tu avais commencé à 3 4 ans à lire, c'est ça? Non, à 3-4 ans, à vouloir Oui, à être dans vouloir les livres. faire dans Donc, les livres. Tu peux nous j'ai parler un appris petit à peu lire. de ça? Je vais étendre un peu la Ouais. question sur comment Ouais. est-ce que tu es tombé dans l'imaginaire et comment tu es passé à l'imaginaire adulte? Parce que c'est un autre monde encore. Ouais. Alors, ouais, en tant que lectrice, c'est assez particulier. Mais euh, alors, c'est surtout parce que on m'a, entre guillemets, permis de lire. On m'a encouragé à lire. Hmm. Mes parents, j'ai eu du bol à l'école, j'ai eu quelques bonnes listes de profs qui donnaient des choses à lire. Et, euh, et on m'a jamais refusé de lire. Ça n'a jamais été genre, oh bah, tu m'ennuies ou quoi que ce soit. Non, c'était une évidence. Et j'ai appris à lire assez vite aussi parce que bah, je préférais lire moi plutôt qu'on ne me lise des histoires. Mhm. Donc, bah, j'ai voulu pouvoir lire vite toute seule. Je me souviens pas vraiment de mes lectrices de toute petite, de mes lectures de toute petite, mais j'ai quelques souvenirs. Euh, Comment dire? Je te plonge dans les trucs Allons, deep. allez. Il Non, faut pas plonger dans les souvenirs, c'est dur. un peu. Bah, c'est surtout qu'il y en avait beaucoup. Et je relisais beaucoup à l'époque aussi, ce que je ne fais plus du tout. Aujourd'hui, un livre, je le lis une fois. Je m'en souviens suffisamment pour le vendre, pour en parler, pour vivre les émotions. Mais je relis quasiment jamais. Hmm. C'est pas le temps. Il y a trop de livres. Il y a trop de livres, il y a trop d'opportunités. Et je connais des gens qui relisent beaucoup et je suis très admirative, mais maintenant j'ai un peu l'impression de, entre guillemets, perdre des opportunités si je relis. Mais non, quand j'étais gamine, j'ai lu Virus LIV3 ou La mort des livres de Grimbert. Oui, de Grimbert. Non, pas Grimbert. Ah, qui est l'auteur de ce bouquin? Et je peux pas chercher sur mon téléphone. Bref, Christian Virus Grenier. LIV3. Grenier, ah, c'est pour ça, Grenier Grimbert. J'ai rangé du Grimbert tout à l'heure dans mon rayon. Mais, Je vais faire mais les ouais, donc recherches Virus pour toi, t'en fais pas. LIV3. Merci beaucoup. Virus LIV3 ou La mort des livres, c'est un roman young adulte
à l'époque où le young adult n'existait pas vraiment, n'était pas labellisé, mais c'était une lecture d'école, et aujourd'hui encore, il est plébiscité à l'école. Et en gros, c'était dans un futur proche, la société est divisée en deux peuplades, entre guillemets, enfin deux genres. Ceux qui les zappeurs, ceux qui sont fidèles aux écrans, et les lettrés, ceux qui sont fidèles aux livres au papier. Et un jour, l'héroïne, qui s'appelle Alice, qui est sourde-muette, elle a écrit un bouquin, elle a été publiée en papier, donc c'est une lettrée, et elle est contactée par en gros la société des gens de lettres à peu près, qui lui demande, vu qu'elle est jeune, qu'elle est toute nouvelle intronisée dans leur société, d'infiltrer la zone des zappeurs parce qu'il y a un virus qui tue les livres. Et donc ça parlait de livres, ça parlait entre les écrans et les bouquins, et c'était le début pour moi des ordinateurs à l'époque, et donc je découvrais des tonnes de choses sur les écrans, et c'était génial. Et donc il y a un excellent travail là-dessus sur la différence entre les deux. Et l'héroïne était très attachante à l'époque, et c'était blindé de références à Fahrenheit 451. Voilà, la mort des livres dans un autre sens. Et donc je me suis intéressée à ça. Et à partir de là, à la librairie, il y avait une bonne libraire à Marseille, et je me suis mise à lire d'autres choses. Et puis j'ai découvert Harry Potter. On m'a offert le premier tome d'Harry Potter. Quelques jours après, je suis arrivée, je fais, c'est où la suite? Et à l'époque, il y avait le 2 et le 3. Les 3 tomes étaient sortis directement en poche chez Gallimard, en folio junior. Et le 4 est arrivé 4 ans après. Ah oui. 4 ans, directement en grand format. J'ai fait ma première nuit blanche de lecture sur le 4e tome d'Harry Potter. Je suis arrivée au petit-déj le lendemain matin, j'avais la tête enfarinée, j'étais en mode oh, c'était trop bien, c'est Harry Potter, c'est quoi la suite? 3 ans plus tard. Et là, ma soeur me fait bon, bah c'est cool, tu vas pouvoir me le prêter? Et là, je fais non. Quoi? Comment ça? Bah non, bah tu prêtes, tu l'as fini. Bah non, je vais le relire. Harry Potter fait partie des bouquins que j'ai relus vraiment plein de fois à l'époque. Scandale au petit-déj, hein, évidemment. C'était une très bonne journée ce jour-là, mais c'était excellent. Mais oui, et à partir de là, j'ai découvert la fantasy. On m'a offert des bouquins de fantasy, et en fait, j'ai gardé. Merci papa, maman d'avoir de la place chez vous. Il y a énormément de bouquins que j'ai gardés de mon adolescence et qui sont là-bas. Donc en fait, il y avait de la littérature historique, il y avait quelques classiques, il y avait des tonnes de choses. Mais petit à petit, il y a eu de plus en plus de fantaisie et de plus en plus d'imaginaire. Le livre des étoiles d'Eric Lum, fondateur chez moi. Philippe Pullman, à la croisée des mondes, fondateur. J'attendais à chaque fois le dernier tome, parce qu'à chaque fois il y avait le 1, le 2, le 3, il n'était pas sorti à l'époque. J'ai dû attendre des années. C'était horrible. Voilà. Mais ça fait que petit à petit, je me suis focalisée là-dessus. Et en fait, en grandissant, entre guillemets, j'en suis jamais vraiment sortie. Donc bon, Harry Potter a pas mal alimenté, évidemment, malheureusement pour aujourd'hui. Mais j'étais une Potterhead, hein. J'ai encore énormément de trucs dans la tête de Harry Potter. C'est pour ça que je suis aussi fanée à cause de J.K. Rowling. Mais j'ai augmenté, entre guillemets, en grandissant. Petit à petit, les livres de young adult ne me suffisaient pas. Il y avait plein de choses intéressantes, mais les univers étaient intéressants, pas les personnages. Ouais. C'était pas assez complexe, il manquait des trucs, et l'univers restait en surface, il y avait beaucoup d'aventures, etc. Et petit à petit, j'ai réalisé que c'était pas ça qui me plaisait. C'était pas l'aventure. Enfin, si, l'aventure c'était cool, mais il fallait qu'elle soit cohérente, qu'il y ait plein de personnages, et que petit à petit, ils soient de mieux en mieux construits, parce que sinon ça restait en surface. Et puis je suis passée à l'adulte, mais en fait en douceur, simplement, d'un coup sur l'autre, c'était un young adulte, et puis un adulte, puis un young adulte, puis un adulte. Et quand je suis arrivée en DUT, on m'a mis le trône de fer entre les mains, en mode genre tiens, lis ça. Oui madame. J'ai lu le trône de fer, j'ai enquillé les 12 tomes à l'époque. J'étais très contente quand la dernière intégrale est sortie, et ça a fait 15 ans que j'attends la suite du trône de fer. Voilà. Et ça a correspondu aussi à l'époque où Brajlon est vraiment arrivé sur le marché. C'était aussi une époque où j'allais beaucoup à la bibliothèque, parce que je dévorais beaucoup trop. Et alors j'ai poncé le rayon imaginaire là-bas. Je cherchais les Brajlon, je cherchais tout ça. Il y avait aussi les débuts de Mnemos. J'ai lu plein de trucs de Mnemos au début, et c'était vraiment cool. Et après, c'était si la couverture brille, ou s'il y a un mot du titre qui m'intéresse, ou si tiens, cet auteur-là, je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Et donc j'ai
entre guillemets, euh, été un peu boulimique d'imaginaire à un moment parce que ça correspondait à une envie aussi de m'enfuir de la réalité. C'est pratique la littérature de l'imaginaire pour ça. C'est vrai, parce que Voilà. le monde, ouais, exactement. C'était des responsabilités, c'était plein de trucs, c'était des attentes, c'était. Non, j'ai pas envie. Je comprends, c'est tout à fait Voilà. compréhensible. Voilà. Donc ça a été assez fluide, mais ça fait que j'en suis jamais vraiment sortie. Et même en ayant été libraire sciences humaines, bah, j'ai découvert des tonnes de trucs. Franchement, la socio, il y a des choses extrêmement intéressantes. Ça m'a permis de développer mon esprit critique, on va dire, et d'avoir un peu de recul. Mhm. Mais d'une façon ou d'une autre, j'en revenais toujours à l'imaginaire. Et Ouais, ma sœur aussi lisait beaucoup Stephen King et j'ai plongé dans Stephen King trop jeune, mais parce que je savais pas ce que c'était les limites d'âge à l'époque. Mais ouais, j'ai lu plein de Stephen King aussi grâce à ça. ok. On a Eva qui pose une question et je vais te laisser une minute en parler parce que c'est quelle est ta dernière lecture de Nuit Blanche? Donc parle-nous de Assistant to the Villain. Et je reviens une seconde. Mais tu peux en parler en Je attendant. peux parler. Je n'ai pas encore fait mon post sur Instagram, mais je peux parler d'Assistant to the Villain. J'y suis allée avec circonspection. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être fun et ça va être blindé de clichés et potentiellement je vais lâcher l'affaire. J'ai même une pote Instagram qui m'a dit, j'ai lu 50 pages et puis j'ai lâché. J'étais en mode bon, ok. Et j'avais d'autres retours enthousiastes, donc je me suis dit, bon bah essayons, j'ai le bouquin, tant qu'à faire, au pire, ça peut être drôle et puis ça ira bien. Et au final, je me suis laissée prendre au jeu et il y a vraiment autant le début, il y a plein d'adverbes qui sont vraiment pas. Enfin, je pense qu'il y a eu un petit souci à la traduction, mais il y a plein de moments où genre le mot léger, léger, légèrement est trop utilisé. Genre, un synonyme, c'est cool aussi, mais voilà. Euh, et en fait, ça, c'était vraiment les 50 premières pages, ouais. J'ai senti ce genre d'écueil, ce genre de problème. Et petit à petit, je me suis laissée porter parce qu'une fois que le décor était planté, que l'héroïne, j'avais compris ce qu'elle voulait, ce qu'elle était, ses possibilités, le vilain, ce qu'il était, ses possibilités, et ben en fait, j'ai pas senti passer les pages. Je suis arrivée à la page 100, j'ai relevé le nez, je fais, il s'est passé quoi? Mais c'est fun, vas-y, on continue, c'est parti. Et j'ai laissé couler le reste, et puis j'ai levé le nez, il était 4 heures du matin. Ça piquait un peu, et en même temps, il me restait genre 120 pages, un truc du style. Je lis un peu moins vite qu'avant, Tu t'es dit foutu pour mais foutu. ben, c'est un peu ça. Et puis je me suis dit, bon allez, il est 6h30 du matin, je fais quoi? Et j'avais fini le bouquin et j'étais contente. Ça finit sur un cliffhanger. La Oui. suite, c'est pas avant l'année prochaine. Et la suite de la Euh, suite dans longtemps aussi. ouais, parce que c'est une trilogie apparemment. Je t'ai persuadé que c'était une duologie, je suis extrêmement frustrée. Ouais. Euh, mais oui, non, Assistance sous The Villain, en vrai, faut passer sur le style parce que c'est pas le plus important. L'important, ça sera les punchlines, ça sera étonnamment l'inventivité parce que il y a un côté conte de fées qui était très fun et qui est à la fois très différent de Nettle and Bone que j'ai lu il y a 10 jours même pas, qui est Mhm. aussi un conte de fées mais qui est plutôt dark. Les enjeux sont complètement différents. Là, l'enjeu c'était cette romance tout en ayant un univers relativement cohérent. Donc il y a plein de choses, faut laisser couler. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas grave. C'est un conte de fées. Et le reste, ben, c'est fun. En fait, c'est vraiment une lecture. Je vais poser mon cerveau et je me suis laissé porter. Et j'ai partagé en story quelques punchlines parce que, voilà, enfin, je sais pas. Est-ce que vous pourriez vous servir du petit poids diabolique qui vous sert de cerveau, monsieur? Enfin, ce genre de punchline de la part d'une assistante sur un vilain dans un univers de contes de fées. Enfin, moi, j'ai trouvé ça cool, quoi. Voilà. À relier en science-fiction, je verrais, enfin science-fiction entre guillemets, mais je renverrais vers Super Méchant Débutant Oui. de John Scalzi, parce qu'il y avait le même genre de punchline. Mm. Mais voilà, avec un duo et le Grumpy versus Sunshine, enfin voilà, ouais, c'était fun. C'était fun. J'ai bien aimé cette lecture. Dans Voilà. le même genre de conte fantasy un peu rigolo que j'ai toujours pas fini, il y a Dreadful que j'ai vu à côté de moi, qui est en VO Ouais. pour l'instant, qui est pas sorti en français, mais qui est très rigolo. Je sais pas si on t'en avait parlé, mais Non. Puis en plus en anglais, vu que je lis pas en anglais à part de la BD, c'est un peu compliqué pour moi. en gros, Mais ouais, c'est tu me dis ça. un gars qui se réveille Mhm. euh, dans un espèce de tour donjon. Il a plus de sourcils, il sait pas où il est, il se dit oh non, le grand méchant sorcier va venir me chercher.
et c'est un gobelin qui OK. frappe à la porte parce que c'est lui le grand méchant sorcier et qu'il a plus aucun souvenir. C'est très, très rigolo. OK. Et puis il va se rendre En compte que, effet. bah, il a une princesse kidnappée et qu'il sait pas quoi en faire et c'est très, très chouette, très, très fun comme lecture. D'accord. J'espère que ça sera traduit en français rapidement, parce Moi que ça peut aussi, être très très fun. franchement, ça fait partie des trucs, bon, j'allais dire lecture coup de cœur, mais je l'ai pas fini, j'ai pas le droit de dire que c'est un coup de cœur. Mais c'est Ne trop m'en chouette. dis pas trop, parce que sinon tu spoil. Oui, je n'en dis pas trop, t'inquiète pas. C'est ça aussi Euh, qui est dur dans le métier de libraire, c'est ne pas c'est vrai, spoiler quand te c'est demande vrai. l'histoire. Il faut Mais tourner autour du pot, c'est un c'est peu tout fou. aussi dur pour nous, hein, quand on fait des interviews d'auteuristes et qu'il faut pas spoiler les livres, c'est Ouais. compliqué là. Question stats. Euh, Mhm. Combien tu lis de livres par an en estimation? Un peu plus d'une centaine. Et c'est pas une vague idée, c'est je compte Tu le comptes? nombre de livres que je lis dans l'année. En Tu les fait, j'ai un répertories? carnet. Ouais. J'ai un carnet avec une page par mois à peu près. Où j'en suis. Voilà. C'est pas très lisible et j'écris pas très bien, mais ça, c'est mon mois d'octobre. Et concrètement, j'ai lu donc 10 romans et 3 BD. Et ce mois-ci, j'en suis à 1, 2... Non, ça, c'est les mangas. 1, 2, 3, 4, 5... J'en suis à 5 romans, je suis un peu en retard. Mais je suis avec plusieurs en même temps. Et il y a des novellas. J'ai lu 2 BD aujourd'hui, entre midi et 2, parce que ça se lit vite, les BD. Le dernier Lucky Luke est très fun. Mais voilà, c'est des... J'ai un compte à l'année de Ah combien oui, je lis de BD de manga par an, par mois, et à la fin, bah, j'additionne le total, quoi, tout simplement. Donc, je sais que je lis une centaine. Il y a eu une année où j'avais lu 100, en 2021, je me suis foutu une pression de malade, et j'avais lu 148 livres, un truc comme ça, ah oui. 148 romans, et 250 BD et manga. Ok, Oui, parce que pour moi, c'est différent, les graphiques et les romans. ok, Oui, oui. d'accord. Mais en fait, je Sympa. passais ma vie à faire ça. Et c'en était devenu un problème parce que je ne sortais plus, je ne voyais pas grand monde, je ne regardais pas de séries, pas de vidéos. J'étais moins sur Instagram, tout en étant très sur Instagram à l'époque. Mon compte grandissait à peine. Et donc, bah, je passais mon temps à lire. Je rentrais, je lisais un livre par soir, en moyenne. Et je fais, sur du poche, je fais du 100 pages à l'heure. Du grand Mhm. format, 80 pages à l'heure en moyenne. Donc, sans faire de nuit blanche en plus à l'époque, hein, juste je rentrais et de 20h à minuit, 1h du matin grand max, je lisais. Et mon objectif c'était un livre par soir à peu près. Donc bon, voilà, c'était trop. Je connais des gens qui lisent plus que ça, des gens qui lisent moins que ça, et au final, euh, c'est peu importe en fait. Oui, Ce qu'il faut à mon sens, c'est aimer lire, aimer ce qu'on lit, ne pas hésiter à abandonner un livre parce que c'est pas le bon moment, parce que finalement ça plaît pas, parce que c'est peut-être pas un bon livre, selon nous, mais être souple en fait. Et depuis que je me suis dit genre j'aimerais bien une centaine de livres par an, idéalement, et mm, ben depuis que je me dis ça, bah en fait je monte à 110, 120, sans pression. Là j'arrive à la centaine. Donc en fait c'est déjà vachement cool, il me reste un mois et demi. Bah je sais que j'arriverai pas à 120 et au final c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Voilà. à titre de On dit comparaison, je beaucoup crois moins que de on considère grand lecteur à partir de 20 livres, je crois, par an. C'est un Ouais, truc comme ça. ouais. Donc c'est pas mal quand même. Tu... 20 livres par an, c'est un livre tous les 15 jours, quoi, à peu près. Ouais, c'est déjà Et il y beaucoup. a des gens, c'est ça, il y a des gens qui ont juste pas le temps de lire ou qui grappillent quelques jours par heure. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se concentrer suffisamment pour lire longtemps. Mm. Je connais des gens qui y arrivent juste pas. Une de mes potes, pendant des années, n'a absolument pas lu. Elle est dyslexique, mais genre sévère. Elle Mm. voit en quête des endroits du coup. Les lettres se mélangent complètement. Enfin, ça marchait pas pour elle. Et puis elle a découvert le livre audio. Et ben, elle lit plus Ah, que moi. ah bah, Ouais, c'est une autre façon de lire, mais ça reste de la lecture. Donc ouais, oui. c'est. Je pense être catégorisée grande lectrice. Après, ce que ça me fait, bah, ça me fait toujours rigoler quand je vois que les gens ont genre oh, ça, oh mon dieu, tu fais du 100 pages à l'heure. Oui, sauf que je n'ai pas d'imagination visuelle. Donc je vais beaucoup plus vite que la moyenne aussi grâce à ça. Mm. Voilà. Effectivement, Il y a des gens qui ont on un dit dans film le dans chat, la il y a tête, des gens qui lisent beaucoup, mais qui lisent lentement aussi. Donc ouais, c'est ça. c'est vrai que Donc, il y a tous les profils, hein, mais il n'y a pas de mauvais lecteurs. c'est vrai. Il n'y a que des bons lecteurs. Euh,
Dans la Oui, même veine, euh, avec ton travail de libraire, est-ce que tu peux encore choisir tes lectures? Et comment ça se passe? Joker. Parce que c'est le gros avantage de ne lire que ce que j'ai envie de lire et de ne vendre que ce que j'aime, ou presque. Enfin, alors, Hmm, il y a tout un système qui fait que parfois il faut vendre les livres que t'aimes pas ou dont tu t'en fiches ou qui sont juste grand public hmm, parce que ça va permettre d'avoir du petit fond, des indépendants, du compte ferme, des trucs qui se vendent une fois par an dans le stock. Mais c'était un coup de cœur et il faut juste arriver à convaincre quelqu'un d'investir sur ce bouquin grâce à toi. Euh, j'ai le gros avantage de vendre les livres que j'aime. hmm. Voilà, donc je me force plus du tout à lire absolument tout parce que ça biaise ma lecture. J'y vais au feeling. Je n'ai même pas de programme de lecture, j'ai juste genre une pile. Et si je la lis, c'est super cool. Si je la lis pas, bon ben c'est dommage. Mais bah, je survivrai. Enfin, moi en tout cas, je survivrai. Ce qui m'embête, c'est plutôt quand j'ai un livre à lire et que j'ai pas trouvé le temps et que ben, je me retrouve à date de faire des retours. Et potentiellement, c'est parce que je n'ai pas lu le bouquin et mieux conseillé et mis un mot ou quelque chose que le livre il a floppé. Donc, entre Hmm. guillemets, je me mets une forme de responsabilité. C'est assez rare. C'est assez rare. Mais sur des bouquins où je me suis un peu envaillée et je me dis, allez, j'en prends 10 et j'en vends un. Ouais. Voilà. Après, c'était arrivé aussi sur un bouquin où j'avais énormément aimé, j'avais mis un mot, j'avais mis un bandeau coup de cœur, je l'avais mis en avant, j'avais fait des tonnes de trucs, j'en ai vendu une occasion. Voilà. Il y a des fois Et comme ça, c'était on peut pas. et je pense que c'était sur ce coup-là, c'était la saisonnalité parce que je l'ai réessayé plus tard et ça a marché. Ouais. Donc voilà, c'est des moments comme ça. Il y a juste pas le bon lectorat, la bonne clientèle en magasin, et donc ça floppe. Voilà. Ça aussi, c'est du boulot en maison d'édition de trouver le bon moment pour publier le bouquin, hein. Oui. Et voilà. Des fois, c'est des lectures d'été, des lectures d'hiver, un bon cadeau de Noël, un potentiel prix littéraire. Et des fois, c'est un bouquin qu'on va foutre quelque part au mois d'avril et puis on va espérer qu'il survive jusqu'à Noël. Hmm. Parce qu'il n'y a plus de place dans le calendrier éditorial autrement. Donc c'est compliqué aussi pour les maisons, la saisonnalité. Mais ça fait que C'est moi, je clair. lis ce que j'aime et ce que j'ai envie de lire. Donc c'est ça aussi avec les représentants ou les relations libraires. On demande Hmm. des services de presse, Oui. qu'ils soient papier ou numérique. On va demander du matériel pour après vendre le livre. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup de livres, et qu'on n'a pas une vie extensible non plus. Hmm. Mais ouais, mais de temps en temps, je m'accorde des bouquins qui ne sont pas dans mon rayon, hein. Je lis un peu de l'IT général, je suis les conseils d'autres personnes, je lis donc beaucoup de BD manga et que c'est pas dans mon rayon, mais ça m'empêchera pas de les lire parce que de la même façon que tu regardes des séries, mais de temps en temps tu regardes une sitcom Mhm. où tu vas toujours au même endroit et puis d'un seul coup tu auras besoin d'aller à un autre et puis ça va te ressourcer. Ah voilà. Et sortir de sa zone d'habitude, ça fait toujours un bien fou au cerveau. Hmm. Voilà. Il y a même des moments où je ne lis pas, je regarde des séries. Et en ce moment, je lis moins parce que j'ai repris Stargate SG1. Et il y a 8 ou 10 saisons et j'arrive à la saison 4, 40 minutes par épisode. C'est tellement long, il y a tellement de temps inutile dans ces épisodes et en même temps c'est tellement bien. Donc je regarde, voilà, et donc je perds à chaque fois, entre guillemets, je perds 40 minutes de lecture chaque épisode de Stargate que je regarde. Mais bon, c'est Stargate, donc c'est cool. Et quand est-ce que tu dors avec tout ça, du coup? Pas beaucoup, pas Pas souvent. Je beaucoup, pas dormirai assez. ouais, mais en vrai, j'ai un bol fou de pas, entre guillemets, avoir besoin pour fonctionner. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir dormi. Bon, après, ça me rattrape, hein. Là, C'est un problème. quand j'ai fait sur Assistant to the Villain, j'ai dormi 2 pauvres heures. La journée était nickel. J'ai pas bu beaucoup de café, mais j'ai tenu toute la journée. Le soir, je me suis couché, il était 10h15. J'ai dormi tout de suite et je me suis réveillée le lendemain matin, pas fraîche, hein. Pas fraîche du tout. Donc bon, pour l'instant, tant que je peux encore faire ça, on va dire que je suis pas très raisonnable. Il y aura un jour où je tiendrai plus une soirée avant minuit, il faudra que je dorme. On verra à ce moment-là. Voilà, Ok. pour l'instant.
on va passer à la question influenceuse, parce que tu as un Oula. Bookstagram incroyable. Tu n'aimes pas le terme d'influenceuse, mais on pourrait en faire tout un débat aussi. C'est comment tu en es venu à créer ton compte Insta et Le pourquoi faire un, confinement. pourquoi faire un compte dédié aux reviews? Le Au confinement. début, c'était c'est- ouais, non, en fait, c'est vraiment pas ça. En fait, j'ai passé un pas. Il y a beaucoup de gens, le confinement leur a fait un bien fou. Moi, ça m'a juste bloqué pendant 2 mois et demi chez moi. Hmm. J'avais pas accès à plein de choses. J'avais pas accès à plus de livres. J'avais juste ceux que j'avais chez moi. Heureusement que beaucoup de maisons d'édition ont lancé des trucs en numérique, donc ça m'a donné du matériel, mais c'était pas pareil que d'avoir les livres papier. Et en fait, je venais de commencer. J'ai commencé en décembre 2019, fin novembre 2019, le rayon imaginaire et le rayon polar associé. Et Mhm. donc mars 2020, ça faisait à peine 3 mois et demi, 4 mois que j'étais dans le rayon. Donc pour moi, c'était le début. J'avais tout à apprendre, il y avait tout à faire. Et paf, confinement. On arrête tout pendant 2 mois et demi. Je fais quoi? Donc j'ai pas bien vécu du tout le confinement, outre l'aspect anxiété de base. Et en fait, il y a pas mal de gens sur Bookstagram qui ont lancé leur Bookstagram à ce moment-là. Ouais, Parce que, effectivement. voilà, il y a eu entre guillemets une petite mode. Il y en a une bonne dizaine que je connais. Des comptes toujours actifs qui font de l'excellent boulot aujourd'hui. Des gens super sympas que j'ai pu rencontrer, qui sont adorables. Et bah, ça m'a un peu inspirée. Je me suis dit, bah, est-ce que je pourrais pas faire ça? Et en même temps, bah, en retournant au travail, en recommençant à vendre de l'imaginaire, avec toutes les contraintes du Covid, etc. Mais bah, j'ai réalisé que bah, j'avais un peu envie de faire ça, mais plus pour garder trace de mes pitchs, en fait. Mhm. Parce que j'ai une mémoire de merde. Désolée pour l'expression. J'ai vraiment une mémoire nulle, sauf pour les bouquins. Et ça fait que j'ai quelques pitchs qui sont vraiment ancrés. Je les ai redits tellement de fois que et voilà, c'est les mêmes mots à chaque fois. Et ça va couler tout seul. Et c'est cette direction-là. Et je sais que ça va marcher. Du moment que c'est une nouvelle personne, je sais que ce pitch va marcher. Ça va intéresser la personne. À 90% sûr. Elle va au moins prendre le bouquin et s'intéresser à la quatrième de coup et se dire genre, il y a des trucs qui semblent intéressants dans ce bouquin, qui sont pas marqués dessus, mais que la libraire m'a dit et pourquoi pas. Je vais peut-être le donner une chance. Donc j'ai quelques bouquins qui datent déjà d'il y a 5 ans et qui sont toujours sur table aujourd'hui et que je vends quoi qu'il arrive parce que ce pitch, quoi qu'il arrive. Et au final, sur mon Bookstagram, l'idée c'était de me faire des archives. En Ouais. fait, une fois que j'écris quelque chose, que ce soit à l'écrit à la main ou à l'ordinateur, je peux relire et je peux ancrer complètement les phrases, les émotions que j'ai vécues là. Et c'est plus quelque chose de passager, c'est quelque chose de concret. Donc, je ne fais pas des posts pour toutes mes lectures, mais celles qui m'ont vraiment impacté, ou alors celles où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire et à partager et à ancrer, c'est celles-là que je vais poster. Donc, je poste un peu moins, mais je les fais plus en profondeur. Au début, je faisais tout et n'importe quoi. J'ai commencé par Un long voyage de Claire Duvivier, et finalement, 2 ans après, je suis revenue dessus et j'ai rajouté des trucs parce que c'était extrêmement léger. Il y avait juste mon pitch, il y avait 5 lignes, c'était nul. Mais à l'époque, c'était suffisant. Et c'était la base. Donc ouais, j'ai créé ça et je m'attendais pas à ce que ça marche du tout. C'était très cool de rencontrer des gens et de se dire, bah, on aime tous la lecture, on aime tous l'imaginaire, tous et toutes, on parle la même langue et c'est trop cool. Et petit à petit, mon quotidien libraire s'est intégré dedans Hmm. et je me suis encore plus spécialisée en imaginaire. J'ai un peu le polar, c'était particulier, mais voilà. Et ça, enfin, j'ai gagné une communauté, faut le dire comme ça, avec quelques piliers qui regardent toutes mes stories, qui répondent à toutes les bêtises que je peux mettre dessus, Des fans finalement. qui adorent les questions et tout. Et ça fait extrêmement plaisir parce que bah, je partage beaucoup de bêtises, mais je les Oui. partage et ça me fait un bien fou de me dire bon ben j'ai ça, j'ai pensé à ça, je vais essayer de le faire découvrir à d'autres personnes, je vais essayer de les faire rire. Donc des fois j'ai l'impression d'être un clown un peu en one-man show, one-woman show et qu'il faut que je fasse rire mon audience. Donc des fois je regarde les smileys ou les cœurs, les likes, etc. Et je me dis, ah, ça c'était une bonne vanne, ça a marché. Voilà. Donc ça me fait très plaisir. Et puis j'ai rencontré des personnes vraiment géniales aussi grâce à ça. Donc ouais, j'en attendais pas des masses. Et ben au Hmm. final, j'ai gagné des tonnes de choses. Voilà. Ma vie a changé. C'est beau. Oui.
Comme quoi, les réseaux, ça n'isole pas forcément les gens. Non. Et les écrans ne rendent pas stupides. Toujours. Non. Ah, c'est pas à 100% sûr, hein, mais C'est pour ça que je dis pas toujours. voilà. Ok, bah, c'était toutes mes questions. Ok. On va finir avec une petite sélection que tu as faite, puisque c'est bientôt Noël et que, comme tu es libraire, on aimerait avoir tes recommandations. Ah oui, oui, Alors, effectivement, on me dit vérifier ta batterie pour voir avant que tu ne craches pas avant. 20%. Est-ce que Je tu vais peux faire vérifier? 20%. Ok, 20%, très bien, on a le temps de finir. 20%, mais il y a le temps. On a le temps. Parfait. Alors, Alors, est-ce que je peux petite changer de scène, sélection. moi? Hop, boum, comme ça Ouais. spoil déjà toute la sélection, mais on sait de quoi tu vas Ouais. parler. Comme ça, les gens restent Tenez, restés jusqu'à la fin. sponsorisé par Nemos. Mais cette année, ils ont eu un programme qui m'a énormément plu, et en particulier ces trois-là. Voilà. C'est bien lisible, ça va? Qui devaient ne pas être en miroir, mais qui le sont. Attends, je peux. Oh. Alors, je vais me débrouiller pour qu'on te voit. Continue de parler en même temps, t'en fais pas, hein, Ok, pas de souci. Alors, il y a deux de fantasy et un de SF. Et Voilà. il a eu le prix Utopial cette année. Il a été récompensé et je suis Ouais, très contente parce que c'est vraiment très chouette. bravo. C'est Un une très chouette post-apo, autrice. ouais, c'est un post-apo à la Mad Max, s'il faut absolument le relier à quelque chose. Euh, on est en France, donc un post-apo français à la Mad Max, c'est très étrange. On est avec une bande de... En fait, c'est des mercenaires convoyeurs, concrètement. Et ils vont de ville en ville pour transporter des marchandises. Et ils sont un peu comme dans Mad Max, c'est une caravane avec plusieurs voitures, camions, des motos, et qui convoient. Voilà. Et on a aussi un autre personnage, on a double point de vue. Et l'autre personnage, c'est un jeune homme qui a été endoctriné. Euh, c'est une forme d'esclave slash robot slash plein de trucs. Je vais spoiler, donc on va éviter. Et les deux points de vue vont se rencontrer et, à cause d'une catastrophe. Mais l'alternance de points de vue, la profondeur des personnages, c'est vraiment un très chouette bouquin. Pardon, je fais souvent ça aux clients, ça les étonne, genre ah oui d'accord, bon bah elle est partie très très propre, plein d'arguments et d'un second c'est trop bien. J'aime bien les faire rire aussi, c'est assez fun. Mais ouais, en fait, ce bouquin, là, entre l'alternance de point de vue, les punchlines, le style, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et comme petit à petit, le mystère, le pourquoi de la catastrophe, le pourquoi de ces deux groupes ont été réunis, enfin cette personne et ce groupe ont été réunis, tout va s'éclairer. Et donc le rythme est vraiment très bon, il y a beaucoup d'action, et je rêverais de voir ce bouquin passer à l'écran. Parce qu'il y a un potentiel de dingue. Voilà. C'est très très bien. Voilà. Après, mon chouchou de l'univers, ce bouquin, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Et il faudrait vraiment que je le relise, en fait. Ça fait partie des bouquins où je me dis, celui-là, il faut que je le relise. Il est toujours sur ma pile à lire, en fait. Il n'est pas dans ma bibliothèque, il est dans ma pile à lire. Et je me dis, à un moment ou à un autre, ça va revenir. Je vais avoir envie de retourner dans cet univers. Une apocalypse qui est en train d'arriver, une brume qui monte dans un univers de fantaisie inventé, un univers de montagne et de mer. Et on est avec un personnage, un ancien berger, qui fuit cette brume qui monte et qui avale tout, qui fait tout disparaître. Et en fuyant, il va rencontrer une femme du peuple de la mer. Imaginez dans Vaiana Maui. Voilà, mais féminin. Et elle est super cool. Elle se balade avec une pagaie cérémonielle. Voilà, sur la couverture là. Et il y a une différence de taille aussi, lui il est tout petit, elle est immense, enfin voilà, bref. C'est un duo improbable qui n'était pas censé se rencontrer parce qu'ils viennent de peuples ennemis. Et pourtant, il va y avoir une association forcée, parce qu'il faut survivre aussi. Mais le mystère autour de cette brume, du pourquoi, du comment et de est-ce qu'on peut l'enlever, est-ce qu'on peut la faire partir, voilà, c'est un excellent travail de mise en place, de world building. Les personnages sont, à mon sens, extrêmement attachants, ils s'associent très très bien. Et il y a un travail de psychologie adulte, dans le sens où c'est pas binaire. Le monde est gris, tout le monde a des défauts, l'histoire a des défauts, les gens ont des défauts, et il faut malgré tout avancer. Donc il y a,
c'est vraiment très chouette. Des fois, j'arrive pas à terminer parce que soit j'ai un coup d'émotion et donc j'ai des fois la gorge qui se bloque en mode genre j'ai limite des larmes aux yeux parce que je suis en mode genre c'était vraiment trop bien, j'ai vécu ma meilleure vie avec ce bouquin C'est vrai, et j'essaie de partager ça et c'est c'est des le fois plus très dur, ouais. compliqué donc voilà, c'est un peu comme dans Moi moche et méchant, la petite avec ses licornes. It's so pretty. Voilà, bah, c'est pareil. C'est pas Non, mais je suis grave. d'accord. Parler des choses qu'on aime, c'est souvent le plus dur parce que c'est tellement associé à des émotions fortes que les extérioriser et les verbaliser, c'est très dur. Mais je suis d'accord, j'ai très envie de lire ce bouquin et je dis pas ça que parce que l'auteur est dans le chat. J'avais oublié d'ailleurs. Celui-là. Et sinon, alors, bon, pareil, donc chez Mnemos, celui-là, c'est un improbable parce que toute la com de Mnemos, d'une façon ou d'une autre, tournait autour de la bouffe, tournait autour du côté food truck en fantasy. Et je me suis dit, génial, de la cozy fantasy. Non, non, ce n'est pas de la cosy, c'est de la dark. Il y a de la bouffe, il y a du théâtre, il y a un peu de la fesse, consentante, mais il y a de la fesse. Jamais graphique, mais simplement, genre, s'ils ont bien bu, bien mangé, ils vont aller rouler dans le foin, sans problème. Et il y a plein d'ouvertures de plein de trucs, et il y a les personnages, ils vont pas bien. C'est des loupards, c'est des crapules. Qui sont pas très bien dans leur ville et qui sont ensemble parce qu'ils font du théâtre ensemble et parce que bah faut passer le temps entre guillemets et il va leur arriver quelques trucs, ils vont cambrioler un endroit et voler des trucs pour passer le temps, pour s'amuser, et ils vont se retrouver à voler ce qu'il faut pas, et ils vont devoir fuir. Et en fuyant, ils vont rencontrer un gars avec un food truck. Et comme il y a un cuisinier parmi eux et ils font du théâtre, bah en fait ils vont partir sur les routes en mode troupe itinérante et on va faire à manger et puis voilà donc le food truck. Donc ça a l'air fun comme ça. Sauf qu'en vrai, ils sont poursuivis, c'est des crapules, il y C'est a vrai plein que de problèmes. Donc ça fait plus gang de ouais, motards que Cozy Fantasy. non, en plus c'est des patates. Soyons honnêtes, c'est des patates. C'est des jeunes adultes qui n'ont pas des masses d'expérience et qui font de leur mieux. Et leur mieux, c'est un peu le pire en vrai. Ça Parce se que, ferait parce bien que de dire que des c'est fois, des patates, ouais. voilà, il y a les circonstances qui font que. Mais ça fait que c'est extrêmement intéressant déjà pour ce début, parce que les quatre personnages sont très différents les uns des autres, mais très complémentaires. Donc tu as vraiment le quatuor, le carré, les quatre côtés ont un intérêt, ont une raison. Et plus on avance, plus on réalise qu'ils ont aussi plein de problèmes psychologiques. Ils sont pas tous très bien dans leur santé mentale. Et donc, ils sont poursuivis et ils ne font pas du tout face à la responsabilité. Ils se barrent. Ce sont des crapules qui n'assument pas. Et rien que ça, c'était original, c'était innovant. Il n'y avait pas le côté des solos gentilshommes où il y a de la gouaille, il y a du panache. Non, c'est juste des gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient dans leur vie et qui ont fait des bêtises et qui n'assument pas. Et puis le truc, c'est qu'un jour, il va falloir assumer. Hmm. Donc c'est voilà, c'est de la food truck fantasy, mais c'est de la dark parce que les personnages ont vraiment une envergure, une psychologie euh, inattendue et sombre et voilà. Il est en même temps très attachant. Et alors il y a des punchlines, mais c'est parfait. C'est du théâtre. Ça aussi, j'aimerais le voir adapté, mais sur scène. Ce serait génial. L'auteur, il a fait de l'excellent. Il a déjà fait deux bouquins de Crapule Fantasy. Les Chevaliers du Tintamarre et sa suite, et j'ai pas trop accroché. C'était intéressant, mais voilà, il me manquait quelque chose pour avoir envie d'aller au bout du bouquin, et j'ai trouvé ça dommage parce que j'aimais bien l'univers, mais les personnages, je m'y accrochais pas. Alors Hmm. que là, les quatre d'un coup, j'étais en mode qu'est-ce qui va leur arriver? Oh, j'ai peur pour eux. Mais non, mais assumez les gars, ça va le faire. Discutez, vous pouvez y arriver, etc. Oh, de la bouffe, oh, trop bien. Oh, du théâtre, oh, la punchline. Enfin, il y avait vraiment des trucs trop cool. Donc celui-là aussi, je l'ai lu en une fois et j'ai adoré. C'est passé tout seul. Et remarque lui aussi, j'aimerais bien le relire en vrai. Mais avec la même émotion du début. Alors Hmm. que La brume l'emportera, c'est revivre ce que j'ai déjà vécu en Hmm. intensifiant. Là, j'aimerais retrouver les émotions que j'ai vécues la première fois et ce n'est pas possible de revivre la même chose. Oui, Forcément, j'analyserai plus, je comparais, etc. Mais, euh, mais voilà, celui-là, à découvrir pour la première fois, c'était vraiment très très cool. Stéphane qui Après, a confirmé tes dires en disant que effectivement la gouaille de Barda c'est très cool. ouais, et pour l'avoir rencontré, il est aussi extrêmement sympa. Et Il pareil, en a en l'air. matière de punchline, le gars, mais Fait partie des auteurs que j'ai très envie de rencontrer un jour. ouais, bah je l'ai rencontré aux Imaginales au Ok. mois de mai l'année dernière.
Enfin, cette année, on est encore en 2024, donc pas l'année dernière. Imaginal 2024. Vraiment très, très, très sympa. Sinon, un peu de SF. Et on change de maison quand même parce que nous ne sommes pas sponsors, on Ouais, le rappelle. c'est ça. Alors, plus exactement, dans ce sens-là, oui, c'est ça, les films. Je les ai mis Ouais. dans le bon sens en plus sur le défilage, donc c'est parfait. Ouais. Le premier, le deuxième, en gros, sachant que les deux sont indépendants, mais le deuxième fait vraiment suite, donc ça vaut vraiment le coup de lire celui-là. Et ils sont tous les deux partis de l'univers d'Andrea Cort, qui est chez Albin Michel Imaginaire en grand format, une trilogie qui est finie, publiée, et qui est en train de sortir en poche. Il manque le 3e tome, mais ils sont disponibles au livre de poche Imaginaire. Et là, l'idée, on est dans un futur extrêmement lointain, on est dans l'espace, et l'humanité a un peu essaimé et a rencontré d'autres peuples intelligents, d'autres peuples sentients, dont ce qu'ils appellent les marionnettes ou les Vlan. J'ai toujours dit Vlan dans ma tête, mais bon, ça s'écrit avec un H, et c'est mieux, c'est Vlan, parce que Vlan, ça fait moche. C'est très flan, ça va pas. Mais donc, les Vlan, en fait, ce sont des énormes boules noires avec des tentacules qu'on appelle des fouets. Et il y a tout un système, leur langue, c'est des mouvements de tentacules, en fait, de fouets. Et Ok. voilà, ça fait un peu cette ambiance-là quand même, hein, la grosse bouboule avec les tentacules. Ça Là a pas aussi, l'air ça se très voit. cosy non plus, effectivement. Non, c'est pas cosy. Mais on est sur du, je dirais, planète opéra, s'il faut absolument chercher une étiquette. Mais là-dedans, donc les deux sont en mode diptyque, les deux se lisent en association, mais sont indépendants du cycle d'Andrea Cort. Ce sont des spin-offs indépendants en fait. Et les Vlan, en fait, Andrea Cort les rencontre, ils font partie de son univers, mais là-dedans, on est avec des personnages totalement indépendants. Dans le 1 et dans le 2, c'est pas les mêmes. Mais en fait, les Vlan font un cycliquement, de nombreux Vlan se rassemblent dans un amphithéâtre, ici il faut absolument chercher voilà, un grand endroit où ils vont danser jusqu'à la mort. C'est un ballet avec un grand B et c'est absolument magnifique, hypnotisant. Donc les humains et les autres espèces qui ont découvert les Vlan, qui arrivent à communiquer très sommairement avec une langue des signes un peu étrange, avec un système de fouet bonus qui se mettent à eux-mêmes, en fait ils sont hypnotisés par ce ballet. Mais ils meurent à la fin en fait. Les Vlan meurent à la fin et personne ne comprend le pourquoi du ballet. Personne n'arrive à soutirer cette information ou à comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où une humaine va intégrer le ballet. Et à partir de là, ça va poser problème puisque, enfin, pour beaucoup d'autres espèces, bon, au pire, elles meurent, on s'en fiche. Mais pour les humains qui sont spectateurs du ballet, non, c'est pas possible. Donc, dans la marche funèbre des marionnettes, c'est cette histoire-là. C'est une jeune femme génétiquement modifiée, pas génétiquement, mécaniquement modifiée. Elle a modifié ses membres pour intégrer le ballet. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'elle va arriver à le danser, ce ballet? C'est tout le propre de ce bouquin-là. Dans celui-là, c'est plusieurs années après, et c'est les conséquences de cette association du ballet. Okay. Donc c'est pour ça que les deux sont en diptyque et il faut vraiment idéalement lire le deuxième après. Vu qu'ils sont des numéros dans la collection Une heure lumière, vous commencez par le plus bas, en fait, le 51 et puis le 54. Mais ouais, ils sont vraiment complémentaires et ce qui est extrêmement intéressant, c'est le côté premier contact. Enfin, on est déjà dans un lointain contact, mais on est sur une espèce qui est très différente et différente au point qu'on ne peut pas la comprendre. On ne peut que l'accepter. Et malgré tout, il y a des gens, comme la danseuse, qui ont quelque chose qui va leur permettre de comprendre et suffisamment pour s'associer avec eux. Donc le côté autre espèce, le côté communication, le côté différence, ça, en science-fiction, c'est plutôt commun, on va dire, mais c'est pas forcément bien traité en profondeur, ou alors avec du sentiment. Et là-dedans, on va être du côté humain, forcément, mais les biais, les préjugés, les idées reçues, ils sont tous là, et ils sont montrés, en fait. Donc le problème éthique de est-ce qu'on laisse un humain danser jusqu'à la mort, bah, ce serait culturellement accepté. C'est culturellement accepté de l'autre côté. Vous l'acceptez parce que c'est une autre race. Et pourquoi là, elle veut s'associer et les Vlan sont d'accord, ils l'accueillent. Et ils veulent même pas continuer si elle est pas là. Donc en plus, le ballet est interrompu si elle ne danse pas avec eux.
Ça, c'est dans la 4e de couve, donc vous inquiétez pas, je ne spoile pas de fou. Mais le fait est que le simple fait que cette personne existe et s'intègre au ballet change la donne. Et donc pour moi, c'est une histoire en 2 tomes comme ça qui est extrêmement intéressante pour son originalité dans cette communication différente. Voilà. Et j'aimerais bien qu'il y ait un 3e tome de ce jour. Bah, ça a l'air Faudrait que je trop le regarde chouette. un peu. Puis j'avais vu Ouais. passer, Et puis, j'avais pas bien retenu, donc j'ai envie de les lire maintenant. Bien joué. je peux te les dire si tu veux. Je suis sympa. Mais sinon, tu viens les acheter. Et un petit dernier parce que il est beau. Petit, Et petit, ouais, non, c'est le plus gros. Mais il est très beau. plus récent, ouais, Il surtout. est planté, il est tout récent, il est extrêmement magnifique en fabrication. Et celui-là, je ne l'ai pas encore fini. Parce qu'en fait, je le fais traîner. Parce que j'ai pas envie de le finir. Il y a des livres comme ça, il n'y en a pas beaucoup. De la même. Alors, c'est Siècle Vaelban, en association avec Anouk Faure. Donc dans la maison d'édition le Lotus et l'éléphant, le livre. Ouais. Voilà, c'est le premier bouquin de littérature que fait le Lotus et l'éléphant, qui normalement est spécialisé plutôt en développement personnel et autres spiritualités et plein d'autres trucs. Mais là, ils ont cru en ce projet et ils ont lancé ça. Et Siècle et Anouk sont amies depuis longtemps, je crois, et elles ont bossé ensemble sur ce bouquin. Elles me l'ont dédicacé, c'est trop cool. Voilà, mais juste, voilà, regardez le boulot d'Anouk, rien que sur les flots, en fait. Voilà, c'est les Malheureusement, premières ça ne pages. retranscrira pas bien, mais n'hésitez pas à aller le voir en librairie parce qu'il est Voilà, mais magnifique. à le feuilleter en librairie, il est juste vraiment superbe. Et en fait, tout dans le bouquin, que ce soit les pages où il y a assez peu de texte, parce qu'en fait, c'est un récit sur 7 jours. C'est un récit à rebours puisque on est en flashback en gros avec le personnage principal qui revient sur sa rencontre avec 2 jeunes personnes sur une barque au milieu de l'océan et en gros il est paumé, c'est possible qu'il ne survive pas et dans ce coup arrive une autre barque et dessus il y a un jeune garçon, une jeune fille qui sont ensemble depuis un petit moment, qui naviguent ensemble. Ils se sont pas rencontrés par hasard, ils se sont cherchés entre guillemets et ils vont ensemble, on ne sait à la demeure des Maorels, en fait. Les Maorels étant un peuple de sages qui vivrait sur la dernière terre non immergée, parce que le monde est immergé. Et donc on a ces 3 personnages, 2 qui sont les 2 faces de la même pièce, je dirais, s'il faut les résumer, c'est le plus simple. Et ce personnage principal, notre premier interlocuteur, qu'on appelle Regard, qui est une sorte de moine gardien du savoir, je dirais, qui a une spécialité, etc., et qui en est extrêmement fier. Sauf que cette rencontre va totalement bouleverser son regard, justement, sur le monde, sur son propre savoir, sur ce qu'il pense savoir des autres et de ses enfants, qui sont extrêmement différents de tout ce qu'il a rencontré jusqu'à présent. Et donc, il y a une remise en question, il y a une avancée, il y a une ouverture d'esprit. Et tout ça sur un format de conte initiatique, s'il faut aller chercher un adjectif qualificatif. Il y a une douceur, il y a l'émotion. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est compliqué. Exactement. Parce que ce bouquin, je me doute de comment il va finir, puisque le début c'est un flashback. On revient avec le personnage de Regard sur ce qu'il a vécu. On revit chaque jour avec lui. Et comme c'est sur 7 jours et qu'il évolue énormément sur ces 7 jours, on a l'histoire de ces 2 jeunes personnes, comment elles se sont rencontrées, qu'est-ce qu'elles ont vécu, les drames, les traumas. On peut littéralement parler de traumas. Et ben, j'en suis au 4e jour. J'ai pas envie que ça se finisse. J'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, mais j'ai pas envie de savoir ce qui va leur arriver, parce qu'en fait, ça va finir. C'est un peu le problème. Donc, on est avec des personnages qui sont tout de suite très attachants à leur façon, qui ont, malgré leur jeunesse, un énorme voyage derrière eux, une énorme évolution, et qui ont une poésie interne, une poésie du cœur qui est phénoménale, et donc qui nous emporte avec eux. Et donc, c'est juste génial.
Bon, par contre, donne-moi une seconde. Mais d'un seul coup, 5% de batterie, c'est passé Oula, de 10 à 5% en 5 minutes, là. oula, Je vais brancher la chose. mange donc. On aurait pu faire ça depuis le Eh début, bien, hein. oui, mais à 65%, je pensais que ça allait. Hein, voilà. Je t'attendais pas à ce Mais qu'on le parle fait est pendant que, 2 heures. non, je n'avais pas prévu non plus. Mais je t'avais dit, faut pas me laisser parler. Tu me laisses la Mais place de c'est parler, trop je parle. intéressant. On va pas t'empêcher de parler. Merci. C'est gentil. C'est pas bon pour mon ego, mais c'est gentil. Voilà. Mais donc, Comprends. allez voir dans les revues ce bouquin parce que ça ferait un excellent cadeau de Noël. Mm. Et ça peut être lu, à mon sens, à tout âge. Ça peut faire une ouverture à l'imaginaire. Ça peut faire un super conte que vous lisez le soir à vos enfants. C'est ça fait peut-être un peu jeune les enfants, mais le fait est que c'est quelque chose que, à mon sens, on peut lire à partir de 10-12 ans. On comprendra pas tout, on verra pas forcément le sous-texte, on verra juste le premier sens, qui est déjà un fabuleux voyage. Et plus on grandit et plus on lit ça avec de l'expérience, avec un regard plus profond, plus on vivra le voyage avec les personnages en profondeur. Et Mm. donc pour moi, c'est un bouquin qui peut vraiment laisser une trace, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit romanesque, parce que il y a un superbe style Mm. dans le côté éditorial. Il y a un travail sur les mots qui ont été placés avec les images, voilà, et les illustrations d'Anouk Fort. C'est un boulot de dingue. Il y a plus d'une 50aine d'illustrations et toutes ont un sens profond dans l'histoire. Et donc toutes, tu peux passer 1 heure dessus. Bah, quand il revient, bah, tu verras d'autres détails encore, parce que Mm. elles sont extrêmement détaillées et elles sont extrêmement vivantes. Voilà, Ah, c'est vrai que c'est voilà. rare J'aime les beaucoup ce romans bouquin. illustrés et en voir Ouais. d'aussi bonne facture, c'est chouette. Bah, l'avantage des romans d'Anneau Fort, c'est que les 2 romans, le prochain arrive en janvier, et lui aussi, j'ai pas envie de le finir. Et comme il arrive en janvier, je le fais traîner. Voilà. T'as le Et temps il arrive encore. en janvier. Voilà. Mais il est vraiment très très cool aussi, et elle l'a illustré. L'avantage d'avoir autrice illustratrice, c'est que c'est vraiment sa vision des choses. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, elle n'a pas eu à expliquer ce qu'elle voulait dire, Oui. ce qu'elle a écrit, et voilà, c'est son imaginaire, et tu le vois. Tu le vois. Et en plus, dans la cité diaphane, c'est des gravures à l'eau forte. Donc en plus, il y a vraiment une technique qui est très particulière et qui donne un cachet aux illustrations. Mm. Il n'y a pas de couleur, mais chaque petit trait va faire une ombre, va faire un détail qui va donner une profondeur à l'image. Et là, avec la couleur, mais c'est sublimé. Ouais. C'est une technique complètement différente parce qu'en plus, c'est une pluriartiste. Elle fait plein de trucs différents. Ouais. Bref, j'aime beaucoup. Lisez ça, c'est vachement Et bien. ouais, on était à la rencontre de lancement avec Siècle et Anouk. C'était très Ouais. intéressant d'avoir les infos dessus. Pour te Ouais. dire, c'est le premier roman de Siècle qui date d'il y a plus de 10 ans. Et en fait, Ah oui. elles se sont rencontrées sur un forum et elles ont décidé conjointement de travailler dessus. En fait, il y a 8 ans à peu près, elles ont dit on va s'y mettre. Et ça a Ouais. traîné, les carrières ont évolué. Et finalement, c'était il y a 3 ans, je crois, elles ont dit qu'elles se sont vraiment mis. Donc, Ouais. Et donc c'est bien ça, elles sont amies. Ouais. ouais. J'étais pas tout à fait sûre de la Mais profondeur, c'est mais c'est je suis vraiment ce projet qui les a fait se rencontrer et se rapprocher. Donc, c'est hyper trop cool. intéressant. Tu me spoil mes interviews, toi? C'est chouette. Donc voilà pour mes recos. Et sinon, juste un dernier, je suis en train de lire ça et c'est très cool. Ouais, je l'ai commencé aussi ce matin. Faut que je Voilà. m'y mette Il un y a peu il y plus. a des recettes de cuisine dedans. Donc, je connais même quelqu'un qui se dit je vais faire un repas rien qu'avec les recettes à l'intérieur. Mais ça vaudrait le coup, hein. J'ai pas encore vu toutes les recettes, mais il y a des trucs qui ont l'air chouettes. Il y en a qui ont l'air intéressantes, ouais. Ouais. Après, je pense un peu à adapter parce que la nourriture au foodistan, en vrai, c'est pas la nourriture qu'on mange maintenant, c'est une autre façon de se Non, sustenter. Et moi, ce qui m'éclate, c'est l'originalité de la langue, en fait, parce ouais, que la culture effectivement, ça m'a alimentaire, c'est la surpris. culture alimentaire. Et c'est que des trucs comme ça. Et donc, c'est blindé de jeux de mots et de références. Et tu passes vraiment ton temps à te dire, ok, ce mot-là, c'est, oui, ok, phonétiquement, le plus proche, c'est ça. Ah, mais le sens aussi. Et donc, voilà, la famille, c'est la vanille. J'ai mis du temps à le Euh, choper celui-là, ouais. ah oui. Le Vanille Ah, Famille, il m'a fallu quelques itérations pour que je l'ai.
Moi, c'est écrit ce livre, je suis en mode genre, c'est une coquille. Il y a une lettre en trop. C'est un problème. Puis en fait, non, c'est tout à fait ça, tout va bien. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme c'est chapitré, c'est presque plus des petites nouvelles associées, qu'un roman, enfin une novella. Donc il y a le côté un peu saccadé qui fait que dans les transports, je peux lire un chapitre et c'est pas Hmm. grave. Oui. Je sais que le suivant, bah, c'est des recettes de cuisine, bon bah, je les passe, je reviendrai dessus, bah, justement, dans ma cuisine, à me dire est-ce que je peux les utiliser ou pas. Donc il y a le côté saccadé qui est vraiment intéressant, c'est une bonne petite lecture de ce style-là. Mais ouais, ça remet en perspective nos habitudes alimentaires. Ça parle de plein de choses actuelles transposées dans un futur. Ça fait réfléchir ou ça fait réfléchir. Hmm. Bah, c'est un Katie Stewart en même temps, c'est Comme évident que beaucoup ça fait les, réfléchir. ouais, comme tous les Katy. Ah J'attendrai ouais, de l'avoir tous. fini pour qu'on en reparle ensemble. Ouais, voilà. Voilà. Parce que j'avoue, là, j'attends de voir les dernières nouvelles. Comme il n'y a pas exactement de début, est-ce qu'il n'y a pas exactement de fin non plus? Ou est-ce qu'il y a une fin? Enfin, vu qu'il y a quand même un Hmm. personnage récurrent pour plusieurs nouvelles, j'attends. J'attends de voir aussi. Mais pareil, je le fais traîner un peu celui-là, parce qu'il est cool. Eh bien, on se fera ça. Eh ben, Ça je suis marche. arrivé au bout de mes questions, et comme tu n'as plus de recommandations, ça sonne la fin de cette interview. Ouais, parce C'était que sinon je peux continuer encore longtemps, donc il faut ouais, mettre un point final. merci à toi Merci pour d'être l'invitation. venu là. Mm. Côté Chimera, les quelques news qui arrivent, on a Mhm. toutes les prochaines interviews qui arrivent. On va avoir le lundi 2 décembre à 19h Sabrina Calvo. Ce sera autour de Les Nuits sans Kim Sauvage et sans doute Mais le Mode Furieux aussi. Au moins ces deux Trop romans-là. cool. Mhm. Le mardi 17 décembre à 19h, Franck Thomas pour le point 19h30? 19h30, l'horaire a changé en même temps. 19h30, Franck Thomas pour le point aveugle édité aux Forges de Vulcain. Ce sera la dernière interview de 2024. Ouais. Puis, mardi 14 janvier, Anouk Fort. On en a parlé apparemment, je me suis fait engueuler parce que j'ai spoil un truc autour de AATA, la Cité diaphane et la demeure de Mahorel, plus tout son travail d'illustratrice. Et on aura bientôt la rediff d'Adrien Thomas si le montage est bon au plus vite. Excellent. Voilà pour les prochaines interviews à venir. Euh, Merci Voilà. d'être venu et d'avoir discuté sur le chat. N'hésitez pas à nous follow. Ça fait toujours plaisir et on approche des stats qu'il faut pour le premier palier Twitch. Donc ce serait chouette qu'on puisse avoir des trucs en plus. Voilà. Merci à toi, Mélanie, et à bientôt en librairie. Oui, vous savez où me trouver. Et très bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bonne soirée, merci d'être venu.